Bon, mais bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir avec nous participer et surtout échanger autour de ce conseil de quartier de Bordeaux-Centre. Je vais dire d'emblée que ce conseil de quartier, il a une double particularité aujourd'hui, sur laquelle je me dois de vous informer. La première, c'est que c'est le dernier conseil de quartier de la mandature. C'est une première caractéristique. Et la deuxième, vous le savez peut-être pas, nous sommes entrés depuis le 1er septembre en période préélectorale. Et cela nous interdit de profiter, c'est normal, des conseils de quartier pour faire la liste de tout ce qu'on a pu réaliser durant ces 5 années et demie de mandature. Donc, il ne faut pas profiter du conseil de quartier pour en faire une réunion politique et de propagande municipale. C'est ce qui a été réalisé. Alors, l'information, oui. Vanter les mérites de l'action municipale, non. Donc, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Vous verrez, pour vraiment éviter que des élus puissent être tentés de vanter les mérites de leur action, nous avons décidé que les exposés qui vont vous être faits sur les deux sujets que je vais évoquer dans quelques instants, on a demandé à l'administration, mais nous les élus seront physiquement présents, mais c'est l'administration municipale qui vous exposera les travaux en cours et à venir de la mairie. Donc ne soyez pas étonnés de cette présentation qui nous est un peu imposée par le contexte préélectoral. Nous fonctionnons pour tous ces conseils de quartier, vous le savez depuis quelque temps, en ayant un double ordre du jour. Un ordre du jour choisi par les habitants du quartier. Et vous avez choisi, enfin ceux qui ont bien voulu répondre à l'interpellation, ont choisi le thème de la culture. Donc il sera question de culture au cours de ce conseil de quartier, parce qu'on considère d'une façon générale que des conseils de quartier avec des ordres du jour, c'est toujours plus structuré, plus intéressant que des conseils de quartier qui partent tous azimuts autour de toutes les questions, qui pourront être abordées peut-être en fin de conseil, s'il reste du temps. Mais en tout cas, il y a 2 ordres du jour, dont un choisi par les habitants du quartier, c'est la culture, et un autre choisi par les municipalités, ne soyez pas étonnés, c'est autour du thème de l'énergie. Alors pourquoi le thème de l'énergie? Alors certains, peut-être, pour l'énergie, c'est pas très intéressant, c'est technique. Non, mais détrompez-vous, c'est intéressant, le thème de l'énergie. Enfin, nous, on considère que ça l'est. D'abord parce que les problèmes que vous rencontrez, j'ai envie de vous dire, on les rencontre aussi. L'augmentation du coût de l'énergie, ça s'impose aux ménages, aux particuliers, aux habitants, mais sachez que ça s'impose également à la mairie. On a connu les difficultés que vous avez rencontrées et on va échanger avec vous autour des mesures que l'on a été amené à prendre pour faire des économies, pour plus de sobriété, pour plus d'efficacité énergétique, pour échanger avec vous sur comment consommer moins, comment consommer mieux, comment préparer l'avenir sans sacrifier le présent. Et puis parce que la crise énergétique nous a rappelé aux uns et aux autres notre vulnérabilité, c'est-à-dire ô combien nous sommes vulnérables et tributaires des prix qui ont flambé, des tensions géopolitiques que vous connaissez, avec l'Ukraine et autres qui ont une contribution lourde aussi sur la flambée des prix. Donc tout cela nous oblige à repenser notre manière de produire et de consommer l'énergie, mais aussi à renforcer notre autonomie énergétique. Pour prendre un exemple, en ce qui concerne l'autonomie énergétique de la ville, c'est du patrimoine de la ville de Bordeaux, sachez qu'il y a 5 ans, nous étions à 3% d'autonomie énergétique, mais en 2026, c'est-à-dire dans quelques mois, nous serons à 41% d'autonomie énergétique. Donc, on va essayer d'échanger avec vous pour vous dire comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à cultiver l'autonomie énergétique avec 3 piliers pour nous qui sont importants. C'est la sobriété, l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. C'est pour ça que les services vont vous présenter ce soir des actions très concrètes dans votre quartier qui permettent d'économiser l'énergie, donc d'économiser la facture de la mairie et donc la facture du contribuable. Donc il y aura un échange là-dessus à travers les rénovations d'écoles et des gymnases, les raccordements au réseau de chaleur renouvelable, les panneaux photovoltaïques sur nos équipements, mais pourquoi pas demain sur vos maisons, et aussi pour vous montrer que derrière tout cela, il y a une même logique
sur laquelle on sera heureux de communiquer avec vous, à savoir la sobriété, l'efficacité et, je le disais, les énergies renouvelables. Après, je vais passer la parole à Marc Etcheverry, qui est votre adjoint de quartier de Bordeaux Centre, pour évoquer les actualités de votre quartier. Il y en a une que j'ai envie de partager avec vous rapidement, parce que je sais que c'est une de vos préoccupations quotidiennes et que je comprends. C'est la présence de la police municipale dans votre quartier. Sachez qu'on a été confronté à des problèmes de recrutement de la police municipale. Nous, comme nos prédécesseurs, le métier était devenu très peu attractif. On a, vous le savez, il y a de cela un peu plus d'un an, c'est en novembre 2024, doté la police municipale bordelaise d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle brigade municipale qui, elle, est armée, mais en tout cas toute une nouvelle doctrine au terme de laquelle on a voulu privilégier la proximité, l'îlotage. Donc réorganisation complète de la police municipale. Et cette réorganisation nous a permis enfin de recruter des policiers municipaux pour qu'il y ait plus de bleus dans les rues de Bordeaux, dans Bordeaux-Centre naturellement, mais dans tous les quartiers de Bordeaux. Et ici, dans le quartier Bordeaux-Centre, certains d'entre vous m'ont dit on ne voyait pas beaucoup de bleus, on ne voyait pas beaucoup de policiers municipaux. On commence à en voir. Personne ne me dit il y a des policiers à tous les coins de rue, mais on me dit on commence à avoir des policiers municipaux dans les rues. Alors, pour partager des chiffres, alors, depuis qu'on a créé une brigade spécifique de la police municipale de Bordeaux-Centre, je peux vous dire qu'il y a 17 policiers municipaux qui forment cette brigade de proximité. Alors, pas depuis très longtemps, puisque c'est depuis le 1er octobre 2025. Vous les croisez, ce que vous croisez à pied, en VTT, non pas des policiers qui traversent la ville en voiture avec le gyrophare, non. C'est des policiers qui sont à pied en VTT, donc qui sont des policiers de proximité. Donc aujourd'hui, vous en avez 17 dans cette brigade de Bordeaux-Centre. Et avec les recrutements en cours, la brigade comptera 26 agents au 1er janvier 2026. Voilà. Voilà pour une actualité de quartier que je voulais évoquer avec vous. Puis je vais laisser la parole tout de suite à Marc Etcheverry pour un petit point sur la vie du quartier, qui connaît de nombreuses actualités, parce qu'il aura l'occasion d'évoquer le cours du Maréchal Juin, le square Nancy, l'esplanade Charles de Gaulle, c'est l'esplanade Mériadec, la place Tourny, les animations de Noël. Donc Marc Etcheverry interviendra sur ces sujets-là. Et puis après, comme je vous l'ai dit, ça sera autour de nos services, non pas d'un élu, ça sera autour de nos services de vous présenter les deux sujets qui ont été retenus. Donc voilà les quelques mots introductifs que je voulais partager avec vous, en m'excusant par avant de ne pas pouvoir rester pendant ce conseil de quartier. J'ai d'autres obligations municipales qui s'enchaînent tout de suite très rapidement, mais bon, il y aura des adjoints qui sont là, je vois Olivier, Sylvie, Marc Etcheverry, adjoint de quartier, et d'autres qui vont sans doute arriver pour qu'on soit en tout cas en mesure de répondre à toutes les questions que vous amenez légitimement à vous poser. Donc voilà les quelques propos introductifs que je voulais échanger avec vous. En tout cas, une nouvelle fois, je vous remercie d'être venus nombreux pour ce nouveau conseil de quartier. Je passe tout de suite la parole à Marc Etcheverry. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre la parole quelques instants simplement pour présenter l'animation de ce soir et poser un petit cadre des échanges. Et on passera la parole à Marc Etcheverry juste après, si ça vous convient. Oui. Alors, pas de souci. Donc pour ce soir, je travaille à la mission démocratie permanente, qui est un service de la ville. Et donc, avec ma collègue Maëlle, qui travaille dans le même service, on animera le conseil de quartier de ce soir. Voilà. Du coup, je laisse la parole à Maëlle pour présenter l'ordre du jour. Et je m'occupe de ce petit problème technique. Je t'en prie. Oui, merci Emma. On a un petit sujet Zapette qui arrive souvent. On est de la tester, ça marchait parfaitement. Et puis évidemment, au moment où il faut s'en servir, ça ne marche plus. Bonsoir à tous. Merci du coup pour être là ce soir avec nous. L'ordre du jour de notre conseil de quartier, Monsieur le maire nous l'a présenté. On a la politique énergétique en sujet commun à tous les conseils de quartier dans tous les quartiers de la ville, sujet qui va nous être présenté par nos collègues de la DGTR. Ensuite, on a la politique culturelle, sujet choisi par vous, les habitants. Un temps de conclusion et on partagera un moment de convivialité aux alentours de 20h30, si on est dans les temps. Et normalement, avec Emma, nous sommes garantes du coup d'un déroulé qui vous permet de partir à l'heure. Merci beaucoup. Et on va passer la parole à Monsieur Etcheverry. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pas grave.
Oui. Ah non. Allez-y, on le fera après. Comme vous voulez, ce sont les aléas du direct, mais je tiens d'abord à vous féliciter, à vous remercier à la mission Démocratie Permanente, parce que tous les soirs, on était hier soir derrière Saint-Seurin, à organiser une réunion de terrain sur un projet d'aménagement, et tous les soirs, quasiment sur les périodes fastes, nos équipes de la Démocratie Permanente organisent des réunions dans différents endroits, différents formats, et vous êtes toujours parfaitement adaptés et adaptables à tous les terrains, donc merci pour votre intervention, et si vous voulez revenir en arrière et faire le petit brise-glace, allez-y, moi je m'adapte aussi. Merci beaucoup. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Je voulais simplement revenir sur un petit brise-glace, un peu pour savoir de quel secteur de Bordeaux-Centre vous venez, et puis si c'est la première fois que vous venez ou non. Donc déjà, est-ce qu'on a des personnes qui viennent du secteur, je ne sais plus ce qu'on avait mis en premier, Mériadec, dans la salle? Ok, ouais, une petite 10 personnes à peu près, un peu moins, 5, 7 personnes. Du secteur Saint-Bruno, 2 personnes, 3 personnes. Et Saint-Seurin, notre, ok. Alors après, je ne sais pas si Croix-Blanche, 2 personnes, Croix de Ségué, 3 personnes, pardon, et 2 personnes de Croix de Ségué, 3, 4. Saint-Pierre, Saint-Paul, plutôt dans ce côté-là. Là, beaucoup de personnes quand même, plutôt la majorité ce soir. Et du coup, hôtel de ville, hyper centre, pareil. Ok, merci beaucoup. Et puis, du coup, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ne sont jamais venues à un conseil de quartier? Quand même, ok. Donc, vous êtes assez nombreux ce soir à être donc à votre premier conseil, pardon. Bienvenue. Et les personnes qui sont déjà venues et qui reviennent, voilà, qui sont plutôt habituées des conseils, est-ce que vous êtes nombreux? Quand même aussi, une bonne partie de la salle. C'est moitié-moitié. Bon, merci beaucoup. Pour la suite, donc, je laisse la parole à Maëlle. Donc, on a mis en place des petites fiches d'évaluation qu'on a dû vous distribuer à l'entrée quand vous avez émargé. Donc, ces fiches d'évaluation, si vous le voulez bien, ça serait très intéressant pour nous que vous les remplissiez, que vous nous les rendiez à la fin du conseil, qu'on puisse du coup améliorer le format et du coup avancer avec vos propositions si vous en avez, et puis vous dire qu'on entende et que vous nous dites comment ça s'est passé selon vous. Il y a une autre fiche qui vous a été aussi distribuée, c'est une fiche contact, une fiche qui sert à poser votre question à l'écrit, manuscrit, si vous n'avez pas eu l'occasion de la poser à l'oral tout à l'heure, au temps des questions, puisqu'il y aura des temps précis, on vous proposera de poser vos questions en fonction des sujets. Voilà, et ces fiches questions, elles sont à rendre à nos chargés de proximité, peut-être. Ah, voilà, là, ici, et vous les verrez tout à l'heure parce que c'est eux qui vont, ou elles d'ailleurs, qui vont vous distribuer le micro quand vous prendrez la parole. Autant questions-réponses. Voilà, merci. Et justement, pour ces temps de questions-réponses, on vous propose un petit cadre des échanges pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc déjà, ne pas se couper la parole si on a des interrogations, des questions ou des remarques. On essaye de s'écouter les uns les autres. On va essayer d'alterner aussi les prises de parole entre hommes et femmes. Et également, qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Oui, alors faire des interventions courtes, c'est simplement pour que les personnes qui vous répondent puissent bien saisir le contexte de votre question ou de votre demande. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait noté? Et le micro, oui, du coup, comme le disait Maëlle, le micro pour pouvoir intervenir, comme ça on vous entendra mieux et ce sera plus simple pour éviter de vous faire répéter. Voilà. Ensuite, vous aurez donc le compte-rendu de cette réunion vous sera transmis par mail si vous avez renseigné votre adresse mail avant de venir ici, juste à l'entrée. Et le PowerPoint vous sera également diffusé. Voilà. Et également, vous les retrouverez sur sur le site participation.bordeaux.fr, qui est le site de la participation citoyenne de Bordeaux. Voilà. Voilà. Et donc, on passe finalement la parole à M. Etcheverry. Merci beaucoup. Merci. Et donc, bienvenue à celles et ceux qui participent pour la première fois à ce conseil, pardon. Et re-bienvenue à ceux qui ont l'habitude d'y participer. Je vais
faire très court, puisqu'effectivement, nous avons 2 présentations, et merci aux services qui sont là pour nous présenter les sujets de la culture et de l'énergie. Alors, on est ici à l'Athénée municipal, qui a été en travaux pendant quelques temps, vous le savez, vous y êtes passé. Ce lieu a été transformé aussi pour recevoir les associations de la ville de Bordeaux. Il y en a 10 000, avec 70 000 bénévoles, et on a créé ici, en fait, une véritable maison des associations. Donc voilà, sachez que vous êtes dans ce lieu-là, effectivement, l'Athénée, qui est un très bel endroit d'accueil pour nos événements. Alors, de mon côté, c'est mon 3e conseil de quartier, puisque j'ai démarré dans cette fonction en début d'année. On s'était vu la dernière fois au mois de juin à l'Union Saint-Bruno, un petit peu plus loin, et donc on revient par ici. Donc, ça fait à peu près 10 mois que je suis sur le terrain, avec et grâce aux équipes de la mairie de quartier qui sont là, les chargés de travaux, chargés de proximité, les agents d'accueil, la secrétaire générale, responsable des travaux également. Une équipe particulièrement dynamique et à votre service sur tous les sujets du quotidien. Moi, j'aime à rappeler que les mairies de quartier, puisqu'il y en a 8 dans Bordeaux, ce sont un peu les portes d'entrée par rapport à tous les services municipaux d'un côté et métropolitains de l'autre. Voilà, pour tous les sujets du quotidien. Ça va des déchets, des sujets de sécurité, pourquoi pas également, d'aménagement, tous les irritants du quotidien et les questions que vous pourriez avoir. Donc surtout, n'hésitez pas à avoir le réflexe de contacter vos mairies de quartier, en l'occurrence ici la mairie de quartier Bordeaux-Centre. Voilà, quelques images de rappel de cette année avec des rencontres sur le terrain plutôt. Moi, je préfère aller sur le terrain plutôt que de recevoir en mairie. C'est possible également. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, on peut se prendre rendez-vous dans votre commerce, sur votre pas de porte, pour essayer de trouver ensemble des solutions. On a la chance d'avoir un territoire qui est particulièrement dynamique, avec beaucoup de commerces, beaucoup d'associations. Voilà, c'est quand même un lieu spécifique assez Bordeaux-Centre, et on tient à le faire vivre de manière encore plus forte. Sachez que cette année, la mairie de Bordeaux a créé dans toutes les mairies de quartier des postes de chargé d'animation territoriale. Donc on a Claire, qui est notre chargée d'animation territoriale, qui est ici tout en haut de l'amphithéâtre, qui est à la disposition de toutes les associations. Alors je sais par exemple... Alors j'aime bien les citer, bien évidemment la Maison Basque qui est présente. On a organisé avec eux un très bel événement sur la place du Palais le 5 juillet dernier. Et tout ça s'est rendu possible également par ces chargés d'animation territoriale qui mettent de l'ingénierie à votre disposition et également des moyens qui peuvent être ceux de la ville de Bordeaux. Rapidement, des projets que vous connaissez parce que vous vivez dans le quartier, mais c'est toujours important de pouvoir rappeler comment ça avance. Celui-là, évidemment, vous le connaissez bien, sur le cours du Maréchal Juin. Moi, je l'emprunte tous les jours, en l'occurrence, qui s'est transformé. Donc là, on vous a remis quelques chiffres à en voir en tête de manière factuelle sur les mètres carrés de sol désartificialisés, sur les 1300 arbustes qui ont été plantés, sur nos objectifs qu'on a déjà pu détailler depuis pas mal d'années, sur la création d'îlots de fraîcheur, sur les refuges pour la biodiversité, sur le rééquilibrage entre les modes de transport. Et c'est vrai que montrer les images avant, après permet de mieux réaliser tout ça. Un autre îlot de fraîcheur mis en place juste derrière l'école Saint-Bruno, donc le square Jacques-Nancy. Là, on est sur 1000 m² de végétalisation, des arbres qui ont été plantés évidemment, et puis des usages qui sont en train de se mettre en place. On travaille avec l'école Saint-Bruno pour voir comment les élèves, les écoliers vont pouvoir un peu sortir des murs et se réapproprier cet espace qui est juste derrière l'école maternelle élémentaire de Saint-Bruno. Voilà encore une réalisation. Je passe vite sur l'esplanade Charles de Gaulle parce que ce n'est pas encore tout à fait livré, évidemment. Moi, je suis passé encore hier après-midi avec les chargés de proximité. Il y a des belles petites avancées. Je pense que ça sera assez agréable cet été, au printemps, d'en profiter. Puis ça remettra aussi un peu de végétalisation sur ce site qui est classé et qui a une très belle histoire. Les allées Tourny, pour ceux qui les fréquentent ou qui vont y passer peut-être en allant faire leur course de Noël. On a de nouveaux aménagements transitoires qui ont été installés là, depuis la fin octobre, début novembre, qui vont permettre de transformer un peu les usages de ces allées. Nous, on l'espère, générer plus de flux piétons, plus de flux qualitatifs qui vont drainer le centre des allées Tourny, drainer, on l'espère également, plus de visiteurs et de chalands pour alimenter les commerces très variés qui sont présents. Je vous donne rendez-vous, moi, le 6 février 2026, c'est un vendredi soir. Il y aura une compagnie qui s'appelle la compagnie Carabosse qui va réaliser un spectacle de feu.
Voilà, n'ayez pas peur, vous n'allez normalement pas vous brûler, ce sont des professionnels. Mais voilà, ça va être 2 à 3 heures de spectacle en fin de journée, assez spectaculaire. Ils ont déjà tourné un peu partout en France. Et donc, on a décidé avec eux de mettre en place cette animation un vendredi soir sur les Allées Tourny. Je crois que c'est le début des vacances de février. Et justement, dans cette dynamique d'animer les Allées Tourny, donc l'animation des Allées Tourny, c'est des aménagements, mais c'est des commerces également, mais ce sont également des événements culturels, on vous en présentera tout à l'heure, qui sont mis en place. Piscine judaïque, voilà, pour vous tenir au courant du travail qui est mené, parce que c'est quand même un sujet de fond sur notre quartier. Et puis on a beaucoup d'usagers de la piscine qui ont hâte de revoir ce magnifique bassin de 25 mètres en état. Donc on a encore quelques mois de boulot, mais ça suit le bon chemin. Et les rendez-vous à venir, on avait une slide énorme sur les événements qui vont se passer dans le quartier Bordeaux-Centre, c'est normal, hein. Il y a énormément d'événements qui sont prévus, un marché de Noël à Saint-Paul, le Noël de la barrière judaïque également, le Noël des commerçants de Saint-Christoli juste derrière. Avec Monsieur le maire, on était à Fond-d'Odège il y a quelques minutes. Il y aura également le 21 novembre une animation des commerçants sur la place Charles Gruet. Bref, il y aura sur les 3-4 prochaines semaines énormément d'événements pour animer notre beau quartier de Bordeaux-Centre. 2 dernières informations qu'on m'a demandé de partager avec vous, qui sont un peu moins thématisées Bordeaux-Centre, quoique, sur la mobilisation, on va dire, de la société civile sur la plantation d'arbres sur Bordeaux. Donc déjà, on a la semaine de l'arbre en fête du 7 au 13 décembre. Donc ça, c'est sur toute la métropole. Et sachez que la mairie de quartier distribuera des arbres le mercredi 10 décembre de 10h à midi, place du 11 novembre. Donc réservez bien la date. Si jamais il y en a certains qui sont très motivés pour venir, n'hésitez pas à nous contacter en amont pour pré-réserver. Mais quoi qu'il en soit, on sera présent à cette date-là, place du 11 novembre. Et une dernière information sur un programme qui a été lancé à l'échelle de Bordeaux Métropole, qui est celui des passeurs d'arbres. Donc ce sont des citoyens volontaires, comme vous pouvez le lire, qui ont différentes missions, hein, et tout autour de l'arbre pour sensibiliser les concitoyens, essayer de donner des bonnes pratiques également sur la préservation, sur le développement des arbres, essayer d'être des relais, des sensibilisateurs, des ambassadeurs. Sachez qu'il y en a 80 à l'échelle de Bordeaux Métropole, hein, ces passeurs d'arbres, et nous en avons 3 qui ont été trouvés par la mairie de quartier sur ce quartier Bordeaux-Centre. Et donc il y en a 3 par quartier de la ville de Bordeaux. Si vous voulez plus de renseignements sur ce projet, n'hésitez pas à venir voir les équipes de la mairie de quartier en fin de séance. Voilà. J'espère que j'étais assez bref et on aura du temps de toute manière à la fin du conseil de quartier, que ce soit lors du pot ou lors des questions-réponses pour échanger sur d'autres actualités. Je vous redonne la parole pour les sujets d'actualité. Merci beaucoup. Et donc, on va démarrer par la politique énergétique à l'échelle de la ville et de votre quartier. On va présenter précisément les dispositifs et les travaux et ou projets sur le quartier. Et pour ça, on accueille du coup Capucine Leclerc et Christian Guillaume de la DGTER. C'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Christian Guillaume, responsable stratégie et action énergétique. Je vais vous décrire la politique de la ville en matière d'énergie. Politique que vous pouvez d'ailleurs avoir chez vous, vous aussi, parce qu'elle repose sur 3 piliers qui sont ceux de la ville, mais qui peuvent être ceux aussi des habitants. Le premier pilier, c'est celui de la sobriété. La sobriété, c'est essayer de réduire sa consommation d'énergie par son mode de vie quotidien. Classiquement, ne pas laisser les lumières allumées quand c'est inutile, baisser la consigne de température, avoir des comportements sobres qui vous font consommer moins d'énergie dans votre maison ou au bureau. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité. C'est pour un mode de vie donné, avoir des systèmes énergétiques qui vous font consommer moins. Typiquement, avoir un appareil de chauffage plus performant, avoir une maison mieux isolée. Donc pour le même mode de vie, vous consommez moins parce que vos équipements, votre habitation, vos bureaux, vos équipements électroménagers, etc., sont plus efficaces. Donc ces 2 points consistent à consommer moins par vos modes de vie ou par votre équipement. Comme on le dit souvent, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc sobriété et efficacité, c'est vraiment les 2 premiers piliers.
Mais comme on ne peut pas ne rien consommer, même si vous faites les meilleurs efforts que vous voulez en termes de sobriété et d'efficacité, vous consommerez toujours d'énergie. Le troisième pilier consiste à ce que cette énergie soit le plus renouvelable possible. Et donc, on va privilégier le développement des énergies renouvelables. Et donc, c'est vraiment les trois piliers, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, de la politique de la ville, qui sont largement transposables à nos vies quotidiennes. Ce qui est moins transposable et qui est plus l'affaire de la ville, c'est les obligations légales qui pèsent sur la ville, qui découlent de politiques nationales, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, élaborée par l'État français, qui vise la neutralité carbone en 2050. Elle se décline d'un assez grand nombre de façons, mais notamment pour la ville, l'aspect le plus prégnant, c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire. C'est une obligation qu'ont tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², dont essentiellement les bâtiments de bureaux, tous les bâtiments de plus de 1000 m², de faire des économies d'énergie assez importantes, 40%, 50%, 60% d'ici 2050. Donc c'est une obligation légale d'améliorer l'efficacité, la sobriété de son patrimoine pour avoir des diminutions de consommation d'énergie extrêmement importantes. Et pour une collectivité comme Bordeaux, qui possède des centaines de bâtiments, c'est un objectif qui est extrêmement important. Alors justement, on a une petite question pour vous. Première petite question qui est un vote à main levée, bien sûr. Donc selon vous, quels sont les différents types d'énergie renouvelable? Enfin en tout cas, parmi ces solutions, lesquelles sont renouvelables? Donc pour vous, est-ce que le solaire, c'est de l'énergie renouvelable? Enfin le soleil. En vote à main levée, hein, bien sûr. Ok, il y a quelques règles. Ok. Pour vous, le pétrole? Ok. Ça ajuste. Le vent? Ok. Le charbon? Ok. Le bois? Ok. Oui ou non? C'est moins flagrant que les autres. Et le nucléaire? Pareil. Il y a certaines personnes ne se prononcent pas, mais du coup, je repasse la parole pour un peu plus d'explications. Il n'y avait et de pas de piège dans réponses. cette question. La plupart d'entre vous ont bien répondu. Le soleil est une énergie renouvelable. Voilà, les panneaux solaires, le vent, les éoliennes, c'est du renouvelable. Le bois, c'est du renouvelable. La forêt repousse. Voilà, et en France, il pousse plus d'arbres qu'on en coupe. Le bois, c'est renouvelable et ça sert notamment au chauffage. Évidemment, le pétrole et le charbon, les produits très carbonés, ne sont pas renouvelables. Et le nucléaire, c'est une énergie largement décarbonée, mais pas renouvelable. Cette politique sobriété, efficacité, énergie renouvelable, pour la ville, elle se traduit par environ 5,8 millions d'euros d'investissement chaque année. Donc c'est des montants assez considérables. En 2024, ils ont permis une économie de 1,2 million d'euros sur les factures de la ville. Donc ça aussi, c'est tout à fait significatif. Et en 2024, on avait un taux d'autonomie de 29%, c'est-à-dire que 29% de l'énergie consommée par la ville est d'origine renouvelable et locale. Ce qui a été évoqué par monsieur le maire tout à l'heure, autonomie, parce que plus on a d'énergie renouvelable et moins on est dépendant d'acteurs extérieurs de plus en plus problématiques. On parle beaucoup du gaz russe, mais nos alliés d'hier, comme les États-Unis, sont de moins en moins nos alliés, où leur énergie est de plus en plus chère. Et donc, on a de plus en plus intérêt à être autonome pour être moins dépendant d'acteurs extérieurs. Voilà, je pense que vous avez tous bien compris l'enjeu. D'où cet indicateur que suit la ville d'autonomie énergétique. En moyenne, sur la ville de Bordeaux, alors c'est écrit tout petit, le taux d'énergie renouvelable, on parlait du développement d'énergie renouvelable, il est de 14%. Et 45%. Non, 14%. Ouais. Et 45% de gaz et 41% d'électricité. Donc 14% d'énergie renouvelable, il y a encore du travail. Sur le quartier, c'est moins que ça, c'est 6%. C'est un quartier où il y a un ensemble de bâtiments qui sont sur le réseau de chaleur. Donc ça, c'est tout à fait bénéfique au taux d'énergie renouvelable. Mais il y a aussi des grands équipements sur ce quartier qui, eux, bénéficient pas encore assez d'énergie renouvelable, d'où le fait que ce soit inférieur à la moyenne. Je pense à la piscine, qui est un gros consommateur, qui a un peu d'énergie renouvelable, mais ça peut se développer, la patinoire, la bibliothèque. Il y a quelques gros équipements qui ne sont pas encore accordés à un réseau de chaleur ou qui n'ont pas encore de grosses installations photovoltaïques. Donc sur le quartier, le taux d'énergie renouvelable est inférieur à la moyenne municipale de 14%.
Merci. Alors, sur le quartier, il y a des actions qui ont été menées en faveur de la maîtrise de l'énergie, mais plus particulièrement ici, on vous a remis des actions relatives à l'efficacité énergétique. Effectivement, il y a des travaux de remplacement, on appelle ça chez nous dans notre jargon le relamping, mais en fait c'est de l'éclairage LED qui ont été mis en place sur différents bâtiments de votre quartier. Alors la Galerie des Beaux-Arts, la bibliothèque Mériadec, mais ça a aussi des groupes scolaires, et également la crèche et le gymnase Malleray. Des actions également sur les systèmes de chauffage et de ventilation. Alors toujours pareil, sur les grands équipements municipaux qui permettent de réguler et d'être plus efficace, de moins perdre de calories en termes d'énergie. Et enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le maire, la question de la rénovation de la piscine judaïque, des travaux également d'efficacité énergétique autour du bassin, mais également au niveau du musée du MAD qui sont en cours. Petite question, on va passer aujourd'hui sur les réseaux de chaleur. Pour vous... Pardon, non, mais tu veux le faire, Capucine? Non, Alors du coup, on va tester vos connaissances réseau de chaleur et plusieurs réponses sont possibles. Et si ça vous va, vous répondez en levant la main. Donc d'où provient la chaleur des réseaux de chaleur? Alors le soleil qui, du coup, se positionne sur le soleil. Les réseaux de chaleur, de manière générale. Soleil? Alors, il faut lever la main. Ouais, merci. Le vent. OK. Le bois? Le bois, ouais, quelques mains levées. La géothermie? Ah oui, ça fait l'unanimité quasiment. La combustion gaz? Ouais. Et la combustion d'ordures ménagères? OK, très bien. Donc c'est à vous. Merci. À toi, Capucine. On va le voir dans la slide précédente, mais il y avait 4 bonnes réponses, qui étaient les 4 dernières. Le bois, la géothermie, la combustion gaz et la combustion d'ordures ménagères. Et pas de soleil et le vent. En effet, un réseau de chaleur, il peut y avoir différentes sources d'énergie. Alors tout d'abord, tout ce qui est valorisation des déchets ménagers, tout ce qui est énergie de récupération. Ça peut être également la biomasse et la géothermie. Donc là, on parle d'énergie renouvelable. Et dans un réseau de chaleur, il y a toujours un petit apport en appoint et aussi en secours, notamment en période de grande gelée, où là, on va le chercher massivement. C'est tout ce qui est énergie fossile avec le gaz. Un réseau de chaleur, c'est pas très compliqué. Ça se met à l'échelle d'un quartier, d'un îlot, d'une ville. C'est une grosse usine où on a, comme on l'a dit, les sources d'énergie avec un réseau où l'eau chaude circule via un grand réseau jusqu'au bâtiment qui va chercher la consommation nécessaire à son bâtiment et à ses usages. Il va récupérer les calories de la chaleur, puis après l'eau froide repart dans le circuit jusqu'à l'unité de production où l'eau est réchauffée par les sources d'énergie. En termes de réseau de chaleur urbain, ça a beaucoup d'intérêt au niveau des communes et notamment en termes d'énergie, puisque ça permet de lutter efficacement contre le changement climatique, mais surtout de diminuer les gaz à effet de serre. C'est renouvelable, on l'a dit tout à l'heure, la source première est massive, même s'il y a un petit peu de gaz, c'est plutôt des énergies renouvelables. C'est un chauffage qui est plus fiable, puisqu'en plus on va supprimer tout ce qui est chaudière individuelle en bas d'immeuble, et ça risque, au niveau d'un service public, c'est quand même meilleur. Les tarifs sont plus stables et c'est moins sensible aux fluctuations significatives au niveau des prix de l'énergie. Dans votre quartier, vous avez des réseaux de chaleur. Le plus connu, c'est le réseau de quartier de Mériadec, avec sa bibliothèque. Et il y a également le musée des Beaux-Arts, l'école Saint-Bruno, l'hôtel de ville, la piscine également judaïque. Et il est également prévu très prochainement, en février 2026, de raccorder le musée des arts décoratifs et du design, le MAD. Quelques photos et illustrations. Alors là, vous avez le MAD, vous voyez un petit peu aussi l'envers du décor, toute la tuyauterie. Tout à l'heure, j'ai évoqué le réseau, etc. Donc quelques photos de raccordement et de tuyauterie, on va dire ça comme ça. Et là, les sous-stations par rapport au réseau de chaleur. La cuve souterraine de Mériadec de la géothermie et également ici tout ce qui est souterrain et distribution de différents réseaux vers les bâtiments.
Autre énergie renouvelable que l'on promue et qu'il faut développer, hein, c'est le photovoltaïque. Alors ici également, que des avantages. Ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une solution simple. Ça permet une énergie plus locale, directement réinjectée également en autoconsommation dans vos habitations ou dans le bâtiment public. Et ça permet également d'avoir des factures d'électricité qui sont plus lisses, avec un coût moindre au niveau notamment en autoconsommation. Alors, et c'est la dernière question sur ce temps qu'on a pour vous. Sur les 354 sites, enfin du coup bâtiments publics métropolitains et municipaux qui ont été identifiés comme pouvant accueillir du photovoltaïque, selon vous, combien sont solarisés sur Bordeaux? Parmi les trois choix, donc 28, si on fait un vote à main levée, pardon. Selon vous, personne ne vote pour 28. 54? Ok, quelques-uns. Ok. Et 80, c'est 81, oui. Voilà, 81, 3 personnes. Ok. Et je laisse Capucine répondre. Et donc la bonne réponse était la réponse numéro 2. 54 bâtiments sont raccordés, c'est essentiellement solarisé, pardon. Ça représente à peu près 1300 foyers, ce qui n'est pas non négligeable. Néanmoins, à noter, il y a quand même un fort potentiel au niveau de votre collectivité, et notamment au niveau du quartier, puisque 350 bâtiments sont exploitables, ce qui représente plus de 88 000 m² de panneaux qui peuvent être raccordés et couvrir. Souvent, c'est sur des patrimoines scolaires, également des sites sportifs ou culturels. Dans votre quartier, alors comme je disais, il y a des bâtiments publics qui ont déjà des panneaux solaires. On en a 5. La maison éco-citoyenne de Bordeaux Métropole qui, lui, réinjecte directement dans le réseau et redistribue plus loin un peu sur les autres bâtiments et dans le réseau. Par contre, il y a 4 sites, la piscine judaïque, le musée d'Aquitaine, la bibliothèque Mériadec et l'école Nojac, qui, eux, sont en autoconsommation. C'est-à-dire qu'une partie de la production est consommée directement sur le site pour ses besoins en chauffage ou en énergie solaire. Dispositif qu'on voulait porter à votre connaissance également, c'est le dispositif Marénov Bordeaux Métropole, qui est un dispositif d'accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique de leur logement, donc maison individuelle, logement individuel ou copropriété. En effet, Bordeaux Métropole met à la disposition des habitants un dispositif d'accompagnement qui se traduit par des espaces conseillers France Rénov que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez présenter votre projet. Il va vous accompagner et vous conseiller au mieux de manière neutre, gratuite et indépendante dans vos démarches de rénovation énergétique. Et également, Marénov se traduit également par un dispositif d'aide financière, donc des financements, des subventions à la rénovation énergétique. Ça permet de réduire les factures, améliorer le confort, réduire l'empreinte et valoriser votre logement. Tout se passe sur un site centralisé, marenov.bordeauxmétropole.fr, où vous retrouverez l'intégralité des informations, les dispositifs, pour savoir si vous êtes éligible, et également déposer votre aide métropolitaine. À noter, l'aide métropolitaine vient en complément de l'aide nationale de MaPrimeRénov'. Quelques exemples de dispositifs et d'aides qui peuvent être perçus. Donc, on a plusieurs dispositifs. Un premier qui est relatif à la rénovation globale des logements. Donc là, il faut 2 sauts de classe. On dit passer par exemple de E à C, où on a un niveau d'aide assez conséquent. On a également des rénovations par geste, avec une condition, c'est un geste d'isolation en premier lieu. On accompagne également les dispositifs d'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Il n'y a pas que les bâtiments publics qui peuvent être accordés en panneaux solaires en autoconsommation. Et enfin, également, en complémentarité, il y a le dispositif relatif au fonds Airbois pour le remplacement d'un équipement de chauffage au bois. Si vous êtes dans une copropriété, vous pouvez aussi bénéficier d'aide de la métropole au titre de Marénov Bordeaux Métropole. Mais là, c'est votre syndic de copropriété qui s'adresse à nous. Quelques exemples du dispositif et de l'aide qui est accompagnée. Sur une rénovation globale, le coût des travaux à peu près 63 000 €. C'est quand même une aide métropolitaine qui représente à peu près un peu moins de 11% de l'accompagnement. Et puis on peut aller sur des rénovations par geste où là où on peut cibler jusqu'à 15 à 20%.
Pour vous accompagner dans vos projets, il y a également des outils d'information, de savoir si vous avez du potentiel. Il y a 3 outils qu'on voulait vous mettre en lumière aujourd'hui. Il y a l'application géothermie qui permet de connaître le potentiel du territoire en termes de géothermie de sous-sol. Il y a également le cadastre solaire pour évaluer le potentiel solaire de votre toiture. Et enfin, si vous êtes dans un projet de rénovation, il y a la thermographie aérienne qui permet de connaître les déperditions énergétiques de votre toiture. Alors l'outil date un peu, mais d'ici l'année prochaine, on aura une dernière cartographie, une actualisation de celle-ci. Mais en tout cas, si vous n'avez pas rénové, c'est toujours d'actualité. Merci beaucoup. Et donc, c'est notre temps de mise en dialogue, de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, merci dès à présent de lever la main. On va essayer de faire des salves de 3 questions. Les services, donc Christian et Capucine vont nous répondre et ensuite on reprendra les questions. On va toujours essayer d'alterner. Donc, on va commencer de ce côté. Monsieur, en beige. Une petite question par rapport à tout ce qui a été mis en place niveau solaire, niveau nouvel équipement un peu pour ne plus passer au gaz, ne plus passer à l'électricité extérieure. En combien de temps, combien d'années, en dizaines d'années, ça va être rentabilisé ces investissements en panneaux solaires, en géothermie, etc. Parce que du coup, c'est une très grosse dépense, j'imagine. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il y a seulement... vous avez dit qu'il n'y avait pas seulement de l'autoconsommation, mais du coup, est-ce qu'il y a des systèmes de batterie, du stockage, en fait, pour la nuit? Parce que tout simplement, le solaire produit que le jour. Voilà, c'était tout. Merci. Vous êtes pour une question de ce côté-là? Je n'ai pas vu une main levée, là? Ouais. Monsieur? Et on reprendra. Ouais. Merci. Par rapport à Bordeaux-Centre, moi j'habite hyper-centre, il y a peut-être des énergies moins applicables ou des énergies renouvelables comme le solaire qui sont plus difficiles à mettre en place. J'ai eu des échanges avec l'architecte de bâtiments de France qui a son propre avis à l'affaire. Donc il faut la géothermie, par contre, je ne sais pas. Si la cartographie s'applique aussi à l'hypercentre. Merci. On va prendre la question de Madame. Madame, il y avait une question là, non? Oui. Madame, on va prendre votre question. Ouais. Si vous voulez bien levez bien le doigt de nos collègues. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment il est possible de faire raccorder un immeuble au réseau chaleur urbaine. Je suis locataire dans un immeuble qui est entre le MAD et la Galerie des Beaux-Arts, le Musée des Beaux-Arts. Et les deux sont raccordés, je crois. Enfin, le MAD vient d'être raccordé cette semaine et la tuyauterie est toujours en cours d'installation. Et je voudrais savoir comment on peut se faire raccorder dans ces cas-là. Merci beaucoup. Je vous propose, monsieur, j'ai vu votre question. Je vous propose de répondre aux 3 questions et on prend votre question juste après. Parce que... Ouais, merci. C'était pour compléter la deuxième question, donc peut-être. Ah, c'était en lien avec une question déjà posée. Bon, allez-y. Non, c'était juste pour pas dire de souci. Je pense qu'il y a un vrai problème avec les architectes des bâtiments de France et autres, parce que moi aussi j'habite dans le centre. Je pense qu'ici on pourrait sonder. Vous l'avez peut-être pas fait, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des maisons, dans des appartements individuels, qui sont aujourd'hui au gaz, et on est proche, dans mon cas par exemple, de Saint-Paul, et donc on ne peut pas mettre de panneaux photovoltaïques, on ne peut pas mettre de PAC non plus. Pour changer nos équipements au gaz. On ne peut pas être raccordé au réseau de géothermie pour le grand public parce qu'il ne passe pas dans ces rues-là. Donc c'est vrai que c'est très bien ce que vous dites, je pense qu'on a tous envie d'y faire, mais moi je tends le dos et j'attends que ma chaudière de gaz tienne le coup. Et les seules propositions que j'ai aujourd'hui, c'est du gaz. Donc je pense vraiment la question, c'est d'un point de vue administratif, intervenir, parce que je crois que les technologies en elles-mêmes, on est tous d'accord, on est tous convaincus, mais il faut qu'on y arrive, quoi. Et pareil pour les fenêtres, voilà, ça c'était important, ça n'a pas été dit. Moi, les architectes de bâtiments de France m'ont dit qu'il fallait mieux mettre 2 fenêtres en bois plutôt que d'en changer une, parce qu'on n'a pas le droit de mettre du double vitrage dans des belles fenêtres en façade. Hein, voilà, ça, je pense que je ne suis pas le tout seul. Et bon, du coup, il y en a qui le font discrètement en PVC, et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, il y a une vraie question juridique à notre avis. Merci pour votre question. On vous laisse répondre sur les éléments que vous avez de réponse, évidemment. Je vais essayer, mais il y a beaucoup de questions pas simples, en fait.
La rentabilité, c'est une question assez vaste, parce que la rentabilité des dispositifs dépend beaucoup des dispositifs et aussi des montages financiers. Une installation photovoltaïque, sa rentabilité dépend de son exposition, beaucoup, et la consommation, si vous avez une grosse consommation propre et une grosse autoconsommation, vous allez la rentabiliser plus vite que si vous avez un tarif de rachat qui est moins intéressant. Quand vous êtes une structure professionnelle, vous pouvez faire l'investissement par un tiers, et donc vous n'êtes pas concerné par la durée de l'amortissement. Il y a beaucoup de cas de figure. Nous, ce qu'on dit, c'est que les énergies renouvelables, elles ne coûtent qu'à l'État qui verse des aides, mais quand la ville en fait ou quand on vous suggère d'en faire, l'idée, c'est que vous amortissiez toujours votre équipement. Donc à l'arrivée, on est toujours gagnant. Donc effectivement, la durée de retour sur investissement varie d'un projet à l'autre, d'une configuration à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de conseil pour essayer d'évaluer sa rentabilité. Mais on ne dit pas, on ne conseille pas, et on ne le fait pas pour nous-mêmes, de perdre de l'argent avec le renouvelable. L'idée, c'est qu'on s'y retrouve toujours. Alors, il y a des structures qui ne s'y retrouvent pas. C'est l'État qui verse des aides, parfois l'Europe qui verse des aides. Donc, il y a des subventions. Mais pour les habitants comme pour la collectivité, c'est toujours économiquement gagnant. Et le calcul est à faire au cas par cas. On n'a pas encore de cas de stockage. C'était la question aussi. On y réfléchit de plus en plus à ce qu'on appelle plus largement la flexibilité. Et en fait, plus on va produire, plus la question va se poser. Pour l'instant, on produit encore suffisamment peu pour réussir à tout consommer. Mais pour la ville, comme pour la France plus largement, plus on va produire de renouvelables et plus l'enjeu du stockage va devenir important. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. Mais on sait que c'est la question de demain pour poursuivre le développement du renouvelable intermittent, qui ne produit pas forcément au moment où on en a besoin. Donc on doit apprendre, nous, à consommer à ces moments-là et à stocker pour tout ce qu'on ne peut pas consommer à ce moment-là. Sur l'hypercentre, effectivement, il y a des suggestions patrimoniales qui sont fortes. Et je n'aurai pas réponse à tout. Ce que je peux vous dire sur le photovoltaïque, c'est que la ville, elle a fait un gros travail pour ce qui la concerne. Parce qu'on a réalisé il y a quelques années que plus que l'ABF, c'était les services municipaux qui émettaient des avis défavorables sur les projets pour des raisons patrimoniales. L'enjeu patrimonial, il est indéniable. Mais désormais, la ville, elle a un système d'archi-conseil interne qui fait un gros travail individualisé sur chacun des projets pour le rendre. La consigne qui est passée, c'est dites oui à tous les projets. On trouvera toujours une solution architecturale pour que votre projet photovoltaïque soit acceptable par les services de la ville qui instruisent votre demande de permis ou de déclaration préalable. En revanche, on ne peut pas parler pour l'ABF. Et effectivement, il y a des contraintes qui sont plus lourdes dans l'hypercentre qu'ailleurs. C'est certain que rénover son patrimoine, c'est plus compliqué dans l'hypercentre qu'ailleurs. Et lorsqu'on travaille sur un plan climat à l'échelle de la métropole tout entière, on sait qu'un bâtiment historique aura plus de mal à améliorer sa performance. Mais pour autant, par exemple, quand on regarde votre bilan carbone global d'habitants, vous allez avoir recours à la marche à pied et au vélo de façon bien plus forte que des gens qui sont en périphérie, qui vont peut-être avoir plus de facilité pour rénover leur maison, mais leur bilan carbone sera peut-être moins bon que le vôtre parce qu'eux, ils auront une dépendance très forte à la voiture. Donc votre bilan carbone personnel doit s'apprécier de façon plus large. Et effectivement, en secteur patrimonial, on va avoir des contraintes de rénovation. Vous parliez des modes de chauffage, des façades, du photovoltaïque, qui peuvent être plus complexes. Et donc il faut une approche plus large pour viser la neutralité carbone que simplement le bâti. Même si, donc, je disais, les services de la ville, désormais, Archi-Conseil, ont vraiment la consigne, et puis sont complètement câblés pour ça, d'essayer de trouver le plus de solutions possibles à chaque problème. Raccorder votre bâtiment au réseau de chaleur, je ne sais plus où était la personne. Ce réseau de chaleur-là, il est géré en régie par la métropole. Donc il faut effectivement contacter la métropole, en l'occurrence moi. Je ne sais pas si vous êtes raccordable, mais ça s'étudie au cas par cas. Effectivement, il faut une certaine taille pour être raccordable. En dessous d'une certaine taille, c'est économiquement pas intéressant, c'est-à-dire que les coûts de travaux de raccordement sont trop élevés, donc on raccorde quasiment pas de petits bâtiments, donc je ne connais pas la taille de votre bâtiment, tout s'étudie au cas par cas. Sachez que c'est la première fois qu'on teste le réseau de chaleur dans l'hypercentre, c'est excessivement complexe, le raccordement du musée des arts décoratifs et du design. Je ne sais pas si on le refera une autre fois, d'essayer de raccorder dans l'hypercentre, parce que les contraintes sont extrêmement fortes, et les coûts de raccordement sont nettement plus élevés qu'ailleurs. Si vous êtes riveraine, vous avez sûrement pu mesurer l'importance du chantier. Voilà. C'est pas les pires. Et peut-être
peut-être qu'on essayera de trouver un contact si jamais madame effectivement souhaite, si vous souhaitez étudier la question avec vos services. Voilà. Oui, alors moi je prends la parole, je suis M. Cazot, je suis maire adjoint du quartier d'à côté, de Bordeaux Sud. Mais aussi je m'occupe aussi de la transition énergétique et c'est moi qui signe les déclarations préalables de travaux. Et si vous faites une demande d'installation de panneaux photovoltaïques sur votre toit, donc ça passera forcément à ma signature ou à mon collègue, M. Pfeiffer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que nous avons été élus, nous avons voulu développer énormément cette énergie, l'énergie photovoltaïque. Et nous avons eu, dans les premières années, des difficultés, effectivement, avec les architectes des bâtiments de France. Mais ces inconvénients ont été complètement levés. C'est-à-dire que M. le maire a décidé que la ville de Bordeaux serait une ville solaire. Donc on a discuté avec les ABF et on a trouvé un compromis pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des toitures. Ce qui fait qu'autrefois, il y avait à peine 10% des demandes qui étaient autorisées. Maintenant, c'est 10% des demandes qui sont refusées. C'est souvent pour d'autres raisons que des raisons techniques. Ce n'est pas pour des problèmes juridiques ou autres, ou des travaux qui avaient été faits auparavant et qui n'étaient pas réglementaires, etc. Mais maintenant, quasiment toutes les demandes sont approuvées. Et cette année, nous avons fait, en plus, pour développer cette énergie photovoltaïque que l'on trouve essentielle, c'est un salon des solutions solaires. Donc, un salon des solutions solaires, c'était réservé à des professionnels. Et lors de ce salon des solutions, on a vu plein d'entreprises qui sont venues nous proposer des tuiles solaires, des ardoises solaires. Et le meilleur exemple que je vais pouvoir vous citer, c'est la rénovation de l'école des Beaux-Arts, qui est sur les quais, à côté de la gare. Donc c'est un toit en ardoise. Et là, cette rénovation que l'on doit faire complètement, on va la remplacer par des ardoises solaires. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est classé, qui est dans le patrimoine de l'UNESCO, qui est de l'ABF, etc. Et de l'extérieur, on aura vraiment l'impression que ce sont des ardoises, et ce seront des ardoises qui produiront aussi de l'électricité. Donc vous voyez, le travail sur le développement de l'énergie solaire est quand même bien avancé. La ville a embauché un architecte spécialement missionné pour étudier votre installation de panneaux solaires pour rentrer dans le cahier des charges de l'ABF. Voilà, donc l'entreprise que vous contactez pour installer ces panneaux, d'abord, je vous incite à faire une installation en autoconsommation, parce que là, du coup, quand on a de l'électricité gratuite, eh là, c'est quand même gagnant-gagnant. Voilà. Et après, vous prenez contact avec nos services et nous avons un architecte qui est missionné pour étudier ces solutions pour qu'elles arrivent toutes à échéance. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe Il y avait un monsieur qui avait une question. Ah oui, je n'avais pas vu. Merci. Alors, bonsoir. Une question un peu technique. Je ne sais pas si je m'adresse aux bonnes personnes. Je voudrais savoir si est-ce que vous connaissez la peinture à la coquille d'huître. Non, évidemment. Non. J'essaie de deviner votre réponse, monsieur. On va vous répondre juste après. On va prendre une autre. Mais du coup, pardon, vous n'aviez pas fini. Non. Excusez-moi. Donc, du coup, la peinture à la coquille d'huître, c'est une entreprise du Finistère qui a créé ça. Donc, c'est le but de peindre les revêtements de toiture. Et ils ont réussi, les tests ont réussi à démontrer que la température se réduit considérablement. Moi, je voudrais savoir, qui habite dans l'hypercentre, est-ce que ça serait possible d'installer ce genre de revêtement sur les toits plutôt que d'installer un climatiseur? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question devant, madame. C'est ça? Vous aviez une question? J'en vois pas. Là, pardon. Merci. Moi, j'avais une question parce qu'on parle beaucoup des réseaux de chaleur et en fait, on sait que la climatisation, on en a beaucoup parlé au moment des canicules. Il y a beaucoup aussi de gaz à effet de serre avec les appareils de clim. Je voulais savoir où on en était sur le développement des réseaux de froid. Merci. Du coup, je vous propose de répondre s'il n'y a pas d'autres questions. Et si vous avez les éléments de réponse.
à donner de suite. Coquille d'huître, je ne savais pas. J'avais en tête un dispositif type Cool Roof. Et c'est lui qui a la coquille d'huître. Ah, mais je ne savais pas qu'il était à la coquille d'huître. Donc, c'est des réflexions qui ne sont pas chez moi sur l'éclaircissement des toitures. Effectivement, on sait qu'on y réfléchit. Je pense qu'on a des limites urbaines dont je ne saurais pas, enfin en termes d'urbanisme, dont je ne saurais pas vous parler pour l'hypercentre. Je ne pense pas que ça puisse vous permettre de vous passer de clim. Ça va dans le bon sens, mais donc je connais assez peu le sujet. Je sais qu'il y a quelques cas où on a essayé de faire des mesures et que je n'ai pas encore les retours de ça apporte combien dans le bâtiment. Mais je ne sais pas grand-chose. Je sais aussi qu'il y a des questions de durabilité, mais honnêtement, je ne connais pas assez ce sujet pour vous faire une réponse précise. Ce que je sais, c'est qu'on a connaissance de ces dispositifs et ça fait partie de la batterie de solutions qu'on essaye de regarder pour consommer moins et avoir un meilleur confort d'été. On a une réponse complémentaire aussi. Oui, merci. Bonsoir. Un petit complément parce que je suis adjointe chargée des risques majeurs, entre autres, et en particulier des canicules. Donc effectivement, la solution des cool roofs, on l'étudie depuis plusieurs années, donc ça va être mis en œuvre, mais c'est réservé à des toits terrasses. Il faut avoir un toit terrasse, donc un toit plat, et il faut commencer par restaurer l'étanchéité, vérifier l'étanchéité, et ensuite on peut étendre un cool roof, et ça fait baisser la température de 4 degrés en dessous du toit. Donc ce n'est pas miraculeux, mais c'est un bon appoint quand même. Et j'en profite, puisque vous parlez des coquilles d'huîtres, je passe aussi le message, puisque ça va être les fêtes de Noël. Vous savez qu'on collecte les coquilles d'huîtres justement pour en faire un réemploi, comme vous le disiez très bien. Il y a ce réemploi-là, puis il y a aussi les voiries qui peuvent utiliser les coquilles d'huîtres. Donc n'hésitez pas à garder vos coquilles d'huîtres. On a un circuit pour récupérer ces coquilles. Merci. Merci à vous. La question sur les réseaux de froid. Réseau de froid, oui. C'est pas un sujet facile. On l'étudie, les réseaux de froid, chaque fois qu'on étudie un réseau de chaleur. Et on n'a encore aucun cas de réalisation par la métropole de réseau de froid. Il y en a sur la métropole, c'est les réseaux privés, donc il y a eu quelques cas. Mais par exemple, sur Euratlantique, rive droite et rive gauche, il y a des réseaux de chaleur. On avait signé un réseau de froid dans ces deux concessions-là, et les deux fois, le concessionnaire a abandonné parce qu'il avait trop de problèmes techniques et parce que le besoin n'était pas si fort que ça. Donc ce qu'on ne réalise pas complètement, c'est qu'on ne peut tirer un réseau de froid que pour amener du froid à des bâtiments qui ont déjà la clim. C'est comme le chauffage. Si votre bâtiment n'a pas de chauffage, le réseau de chaleur il peut passer dans la rue, il ne vous sert à rien. Ou si vous avez pour faire le parallèle avec le chaud, si vous avez un chauffage individuel, par exemple des radiateurs électriques dans votre appartement, le réseau de chaleur ne vous servira à rien non plus parce que vous n'avez pas un réseau interne de chauffage central. Donc pour que le réseau de chaleur apporte de la chaleur à un immeuble, il faut un chauffage central. De la même façon, pour qu'un réseau de froid vous serve à quelque chose, il faut que vous ayez un réseau de froid dans votre immeuble. Sinon, le tuyau de froid, il peut passer dans la rue, c'est votre immeuble qui ne saura pas aller le chercher. Donc il y a de la clim dans des bâtiments tertiaires, c'est là qu'on en trouve, mais il n'y en a souvent pas suffisamment pour réussir à faire un réseau de froid. Alors il y a quelques cas où on y arrive et on continue de l'étudier. On a un cas où ça se présente bien là, sur Bordeaux Nord, où il y a dans le secteur des hôtels et du palais des congrès, il y a des besoins assez forts, le parc des expos, donc on ne va pas en faire zéro, mais il y en a beaucoup moins que ce que les gens pensent, parce que on a chaud l'été, mais on n'est pas tant que ça à avoir la clim. Donc ce qu'on perçoit, nous, c'est que le sujet de demain, c'est qu'il fera chaud dans les logements, mais qu'avant de pouvoir les rafraîchir, il faudra des systèmes de climatisation des logements, et quasiment aucun immeuble n'est climatisé, aucun immeuble de logement aujourd'hui n'est climatisé. Donc le risque qu'on perçoit, c'est que si on n'arrive pas à amener des solutions collectives à l'échelle de l'immeuble, les gens essaieront de mettre des pompes à chaleur, ça a été évoqué tout à l'heure, avec des enjeux. C'est la moins bonne solution en fait, mais c'est peut-être un avantage majeur, c'est qu'elle est facile à mettre en œuvre, mais sinon elle n'a que des défauts. C'est la plus chère, c'est celle qui consomme le plus d'énergie, c'est celle qui fait du bruit, c'est celle qui est la plus voyante. Donc il faudra mettre en place des solutions collectives d'abord à l'échelle de l'immeuble, pour qu'ensuite la solution collective urbaine soit intéressante pour l'immeuble. Donc effectivement, ça va prendre un certain temps et on est relativement loin encore. Donc les cas qui fonctionnent sont des cas où il y a déjà des grosses concentrations de bâtiments tertiaires. Il y a un cas sur l'aéroport, sur bassin à flot, il y a une boucle tempérée qui permet de faire du froid. Donc il y a quelques réalisations sur Bègle aussi. Il y a un petit quartier qui a des réseaux de froid, donc il n'y a pas rien, on l'étudie à chaque fois. Mais aujourd'hui, le besoin de froid est beaucoup moins fort que ce qu'on pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet de la politique énergétique ? Non.
Si jamais vous avez une question qui vous vient, vous avez toujours les petites fiches posez ma question et voilà, n'hésitez pas. Du coup, on va passer à la deuxième partie de ce conseil de quartier et merci beaucoup à nos collègues de la DGTER pour cette présentation. Deuxième partie, du coup, sur la politique culturelle menée par la ville de Bordeaux. Et effectivement, alors comment est-ce que ce deuxième sujet, qui est le sujet choisi par vous, les habitants du quartier Bordeaux-Centre, on envoie en général un mois avant le conseil de quartier un sondage donc aux personnes qui sont inscrites au fichier quartier, à la newsletter. Donc je vous invite à vous abonner à cette newsletter pour pouvoir voter sur ce sujet. Et donc vous avez été 180 à répondre au sondage qu'on a envoyé il y a un petit mois et demi. Et donc le sujet choisi est la politique culturelle, avec 54 voix. Donc j'invite monsieur, du coup il s'est déjà installé, monsieur Delmer, à prendre la parole et voilà, à présenter ces éléments ce soir. Bonsoir à toutes et tous. Je vais déjà bifurquer de mon propos introductif pour dire que les coquilles d'huîtres intéressent aussi le milieu de la culture. Il y a une artiste bordelaise qui s'appelle Lou Andréa Lassalle qui expérimente un ciment d'huîtres et elle a créé une fontaine que vous pourrez voir tout ce week-end, justement, c'est l'actualité qui fait ça, une fontaine construite en ciment d'huîtres qui serait installée dans le square d'Ombedos, dans le quartier de Monsieur Cazot, tout le week-end. C'est une expérimentation aussi en vue de remettre des fontaines sur l'espace public avec des artistes bordelais et en l'occurrence c'est une fontaine conçue à partir de coquilles d'huîtres. C'était hors sujet. J'ai le plaisir de vous faire un petit topo sur la politique culturelle municipale. Je vais faire 2 temps, revenir sur les grandes lignes de la politique culturelle municipale et ensuite faire un focus particulier sur votre quartier qui évidemment est un quartier des plus dynamiques en matière culturelle. C'est moi qui dois passer les slides d'ailleurs. Voilà. Trois grands axes dans notre politique culturelle municipale. Axe 1 qui est celui de garantir à toutes et tous le droit de participer à la vie culturelle. C'est ce qu'on appelle en ce moment très facilement l'éducation artistique et culturelle. Je reviendrai dessus tout à l'heure après, puisque la ville de Bordeaux est la première grande ville de France à avoir eu le label du ministère de la Culture 100% éducation artistique et culturelle. Ce qui signifie que tous les élèves des écoles élémentaires suivront dans leur parcours, auront la chance dans leur parcours d'avoir des artistes associés à leurs écoles. Je reviendrai dessus juste après. C'est mis en place depuis 3 ans. Et donc, ce sont des marrainages d'écoles par des artistes, des structures culturelles, des établissements culturels municipaux qui développent des activités culturelles directement dans les écoles. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est tout au long de la vie. Sachez qu'on développe également ces actions depuis 2 ans dans des EHPAD et dans des centres de ressources sociales pour les personnes en grande fragilité sociale. Cet axe 1 également est un axe fort en matière de ce qu'on appelle les droits culturels des personnes. Je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, bien que c'est mon sujet de prédilection. Les droits culturels des personnes, c'est la reconnaissance de chacune de vos références culturelles individuelles, mais dans l'objectif de créer quelque chose de nouveau. Il n'est pas question de revendiquer ma culture, c'est celle-ci, je veux la voir dans la rue ou dans les musées. Il est question de dire ma culture, c'est celle-ci, j'aimerais qu'on la partage et qu'on imagine quelque chose en commun à partir de mes propres références culturelles. Et donc l'objet, c'est bien de créer du ciment social entre les personnes à travers l'objet culturel. La jeunesse, évidemment, est un axe fort. Nous sommes dans une ville où, intramuros, on compte 42% de la population de Bordeaux qui a moins de 30 ans. Et donc c'est important d'avoir un axe fort en matière de jeunesse. Deuxième axe de la politique culturelle, celle d'associer la culture à la transformation urbaine de la ville. Un axe très fort de proximité. Vous savez peut-être que nous avons ouvert 4 lieux culturels de proximité. Un lieu dans la base sous-marine qui s'appelle l'annexe et la boîte noire de la base sous-marine, c'est la partie à côté des bassins de lumière, qui est occupée par 2 associations, une qui s'appelle DESIP, qui fait de la création sonore à partir de documents patrimoniaux, et une association qui s'appelle Le Grand Incendie, qui est un collectif d'art de la Seine. Un deuxième lieu culturel de proximité dans le quartier Nansouty, qui s'appelle la Maison Ouverte, où là on a 3 associations qui œuvrent dans une maison d'habitat. Au mois de janvier, on labellisera la Halle des Douves autour d'un nouveau projet lieu culturel de proximité. Et le 4e est la salle des fêtes du Grand Parc, dans le quartier du Grand Parc. Une politique volontariste en matière d'espace public, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un sujet qui peut vous préoccuper en matière de cohabitation entre ce qui se passe sur l'espace public et les enjeux de tranquillité, donc j'y reviendrai juste après, et évidemment les enjeux patrimoniaux et de mémoire locale. Dans une ville qui se transforme, il est important de garder la trace de ce qui s'est passé avant, de la trace de l'histoire des Bordelaises et des Bordelais avant les changements urbains.
Troisième axe de la politique culturelle, dédié directement au lien avec les artistes, un soutien à la création fort, un soutien à l'émergence. On a beaucoup d'écoles supérieures d'art à Bordeaux. Il s'agit de faire entrer tous ces jeunes artistes dans le marché du travail et dans une version professionnelle de leur pratique. Des soucis, des enjeux de mutualisation et de coopération. On a une ville également très dynamique. Tout à l'heure, on a cité le nombre d'associations. Sachez qu'il y en a à peu près 500 chaque année qui sont nouvellement créées à Bordeaux, donc qu'il faut savoir accompagner. Donc il faut laisser la place aussi aux nouvelles énergies chaque année, des nouveaux Bordelais ou des Bordelais plus anciens qui ont envie de s'investir pour leur ville. Donc c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on accompagne les nouveaux porteurs de projets. Et ce sujet d'accompagnement ressources, la ville de Bordeaux a transformé tous ses services culturels pour que ces services culturels soient en accompagnement. Pendant très longtemps, les services culturels étaient des services qui programmaient les événements culturels à la ville de Bordeaux. Aujourd'hui, les événements culturels auxquels vous pouvez participer ne sont pas programmés, les artistes ne sont pas choisis par la ville, ils sont confiés à des opérateurs professionnels artistiques qui eux-mêmes font ce travail d'expertise au regard des publics visés. Et donc ça, c'est quelque chose de différent. C'est les Bordelais qui, engagés dans des associations, produisent et programment les événements culturels qui ont lieu sur notre territoire. Pour passer à votre quartier, d'abord vous donner juste quelques ressentis d'actualité très récente, d'un très fort dynamisme dans certains secteurs de la vie culturelle de votre quartier. Je vais le passer juste après parce que je n'avais pas prévu de l'écrire, mais en arrivant, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous dise quand même qu'on observe une très forte attractivité culturelle dans votre quartier. Vous avez sûrement vu passer des noms importants d'artistes qui s'investissent à Bordeaux aujourd'hui. Jérémy Ferrari qui a repris le théâtre Femina. Le créateur de théâtre 7 fois moliérisé, Alexis Michalik, qui a repris le théâtre des Salinières. Et ces noms dans le théâtre privé se rajoutent à un fort renouvellement de la scène théâtrale ou musicale bordelaise. Vous avez peut-être probablement découvert les modifications, les changements structurels du projet de l'Opéra national de Bordeaux avec l'arrivée d'Emmanuel André à sa direction, ou le très grand succès rencontré dans un autre quartier par notre centre dramatique national de TNBA depuis l'arrivée de Fanny de Chaillet, où on est le centre dramatique national de France à avoir le meilleur taux de remplissage de toute la France et le public le plus jeune de toute la France, à peu près 50% du public du TNBA a moins de 30 ans. Et c'est une particularité très forte dans le paysage du théâtre national. Revenir juste dans votre quartier sur l'éducation artistique et culturelle. Donc pour vous dire que dans votre quartier, il y a 11 écoles élémentaires ou maternelles, et 8 d'entre elles ont déjà été marrainées ou parrainées par des artistes ou des structures culturelles bordelaises. Donc il nous en reste 3 qui vont rentrer dans ce giron l'an prochain. L'idée, c'est qu'on est parti sur une génération d'élèves entrant en CP et en CE1, et en se disant comment est-ce qu'on fait pour qu'à l'échelle de la ville, cette génération qui est rentrée il y a 3 ans ou en CP ou en CE1 ait rencontré des œuvres, des artistes et de la pédagogie autour de la culture durant son cursus en école élémentaire. Donc vous voyez que dans votre quartier, on a déjà largement avancé, puisque 8 écoles sur 11 ont été parrainées ou marrainées. Et je peux vous dire que très prochainement, ce seront les écoles Albert Barrault, Naujac et la maternelle P qui seront marrainées ou l'année prochaine ou l'année d'après, au regard de ce 100% éducation artistique et culturelle. En actualité, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais quand même vous donner des informations sur ces très longs travaux du musée des arts décoratifs et du design qui peuvent générer quelques nuisances dans le quartier, en termes de circulation notamment, mais pas que. La première partie des travaux sera finalisée au cours du premier trimestre de l'année qui vient, et nous pourrons ouvrir la partie dite de l'ancienne prison, l'aile Boulon et l'ancienne prison, au tout début du printemps. On aura une grande inauguration qui est en train de caler, puisque ces travaux-là seront terminés. Donc, tout début du printemps, première partie de réouverture de notre musée des arts décoratifs et du design. Je vous ai mis quelques photos très récentes de l'actualité du chantier pour vous montrer à quel point ça avait avancé, ça avait changé. Vous ne reconnaîtrez pas votre musée des arts décoratifs et du design à sa réouverture. Là aussi, en lien avec les collègues précédents, il y a de gros travaux de rénovation énergétique pour faire réduire très fortement la consommation énergétique de tous nos lieux culturels. Quelques temps forts très rapidement à l'échelle de la ville. On a des temps forts annuels qui s'inscrivent dans une temporalité souvent nationale. Le Carnaval des Deux-Rives, c'est le nôtre. Ça a lieu au mois de mars tous les ans. Depuis 2 ans, nous avons lancé un mois de la photo à Bordeaux,
C'est une trentaine d'expositions qui prennent place dans des lieux culturels dédiés, dans des lieux non dédiés et dans l'espace public, de manière gratuite, pendant tout le mois d'avril. Cette année, on commencera dès le 2 avril et nous aurons la chance d'accueillir une très grande exposition du photographe de la ville de Bristol, ville jumelée avec Bordeaux, Martin Parr, un des photographes contemporains les plus connus au monde, qui exposera son travail à Bordeaux l'an prochain dans le cadre du mois de la photo. La nuit des musées en mai, la fête de la musique au mois de juin, j'y reviendrai, mais nous allons avancer parce que la fête de la musique cette année, c'est comme toujours le 21 juin, c'est un dimanche soir. Et nous sommes en train de travailler pour voir comment nous allons faire la fête de la musique de manière à pouvoir concilier tous les enjeux de tranquillité publique et de fête. On sait que la fête de la musique à Bordeaux, c'est 150 000 personnes dans les rues de Bordeaux ce soir-là. Donc nous allons travailler au mieux pour faire que la fête se passe bien et essayer de voir si on ne peut pas exceptionnellement peut-être faire la fête de la musique un samedi soir plutôt que le dimanche soir, parce qu'on sait que tout le monde se lève tôt le lundi matin et qu'il peut être préférable de faire la fête le samedi soir que le dimanche soir. Les quartiers d'été, c'est des événements de la programmation estivale, les journées européennes du patrimoine et du matrimoine en septembre, la nuit des bibliothèques en octobre et les fêtes de Noël qui commenceront à Bordeaux cette année le 6 décembre avec la grande illumination du Grand Théâtre, suivie d'un concert du Chœur d'enfants de Bordeaux qui s'appelle Java, qui aura lieu en concert gratuit sur les marches du Grand Théâtre avant une déambulation jusqu'au sapin de verre sur la place Péberlan. Le mois de la photo, un événement place des Quinconces qui devient récurrent, qui s'appelle Adrénaline, monté par Laurent Jade, un événement dédié plutôt aux familles. Ce sont les 3 chapiteaux que vous voyez monter au mois d'avril depuis 3 ans. Un événement qui mêle art du cirque, pratique familiale et d'ateliers en journée et festival de musique électronique en soirée. Ça me fait une transition parfaite pour vous parler justement de ce que nous faisons aussi la nuit et comment nous travaillons depuis 4 ans maintenant à réguler ce qu'on appelle la vie festive, culturelle et nocturne dans le centre-ville et dans tous les quartiers de Bordeaux. Je vous l'ai dit, nous avons une population bordelaise très jeune, 42% de la population a moins de 30 ans. Il est normal qu'on préserve des espaces de fête, de rencontres, de sociabilité dans la ville pour ces populations qui font partie intégrante de la ville. Mais il est normal aussi que nous veillons à ceux qui travaillent le lendemain, à ceux qui ont besoin de repos et une vie de famille. Et donc le sujet, c'est comment on concilie ces 2 libertés individuelles qui sont le droit au repos et le droit de participer à la vie culturelle. Donc nous avons travaillé avec tous les opérateurs qui organisent des événements sur l'espace public pour aboutir à un calendrier subjectif de leurs propositions. Et d'entrée, nous avons remarqué qu'ils ne proposaient jamais rien les dimanches soirs et les lundis soirs. Et en accord avec tous les acteurs culturels, on a acté avec le maire de Bordeaux que puisque les organisateurs ne se manifestaient pas sur ces dates, on sacralisait ces 2 jours-là comme des jours de calme et de repos pour toutes et tous. Et donc si vous entendez de la musique amplifiée le dimanche soir après 20h ou le lundi soir, sachez que la ville de Bordeaux n'a pas donné son accord pour cette diffusion, que ce ne sont pas des événements que la ville de Bordeaux accompagne ou autorise. Ça c'est valable toute l'année, le dimanche soir, le lundi soir, vous n'aurez jamais de musique amplifiée sur l'espace public à Bordeaux. En revanche, pour faire très simplement, on a fait 2 calendriers, un calendrier estival qui court de mai à septembre inclus, un calendrier sur le reste de la saison. Sur le calendrier estival, vous savez que nous sommes une ville du Sud, une ville où il fait chaud, où on aime se retrouver sur l'espace public. Et l'été particulièrement, on est parfois mieux sur l'espace public dans des maisons surchauffées ou des appartements surchauffés. Donc on crée des espaces de rencontre sur l'espace public avec nos organisateurs de manifestations et on encadre leurs manifestations en respectant un décret qui s'appelle le décret-son, un décret ministériel, qui impose que la diffusion de musique ne peut pas dépasser une amplitude sonore de 6 heures consécutives, et que nous, à Bordeaux, on a rajouté des règles. Ces 6 heures de diffusion ne doivent pas excéder au-delà de minuit. Donc là encore, si vous entendez de la musique amplifiée sur l'espace public un samedi soir après minuit, sachez que ça ne vient pas d'une organisation de la ville de Bordeaux, que ça ne vient pas de la Direction générale des affaires culturelles, que nous ne donnons pas d'autorisation pour diffuser de la musique après minuit sur l'espace public. L'hiver, c'est un peu différent. Il y a moins de demandes sur l'espace public. Ces autorisations sont beaucoup plus rares. Elles sont autorisées le vendredi et le samedi jusqu'à minuit et en semaine sur des horaires beaucoup plus précoces. Sachez quand même que nous autorisons pendant la période estivale en moyenne 150 à 180 événements culturels dont l'essentiel sont gratuits pour les publics parce que accompagnés par la ville.
Ce que je viens de vous dire là est en place depuis 4 ans et de manière invisible. Nous avons réduit le nombre de plaintes reçues ou dans les mairies de quartier ou la direction générale des affaires culturelles de l'ordre de 85%. C'est-à-dire que nous avons réussi à réguler l'aspect festif de la culture en faisant en sorte que, d'abord, la médiation avec les riverains est obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez un festival qui se monte à côté de chez vous sur une place, s'ils sont accompagnés et autorisés par la ville, ils sont en obligation d'informer et de prévenir les riverains. Même on leur conseille de vous inviter. Il y a des associations qui le font très bien, qui vous invitent à un temps de rencontre, même parfois qui vous mettent un ticket de conso gratuit dans votre boîte aux lettres pour vous inviter à venir participer à la fête. Mais on exige que les riverains soient prévenus, parce qu'il est toujours, pour tout le monde, très inconfortable de rentrer d'une journée de travail et se rendre compte qu'il y a un événement festif à côté de chez soi alors qu'on a envie d'aller au lit. Ça se passe toujours beaucoup mieux quand on sait que, 10 jours à l'avance, qu'à telle date, on sera peut-être un peu incommodé, auquel cas on peut choisir de se joindre à la fête ou d'attendre que ça se passe. J'imagine que vous aurez plein de questions à ce sujet, mais juste dernière chose, sachez que cette expérimentation, elle est remarquée au niveau national, puisque aujourd'hui même, nous avons été contactés, je l'annonce à Madame la conseillère municipale déléguée aux arts de la scène et aux arts visuels, nous avons été contactés par le ministère de la Santé et par le ministère de la Culture pour témoigner de cette expérience, parce que nous faisons aussi des mesures de ce qu'on appelle l'émergence sonore sur l'espace public. Donc on mesure, est-ce que les organisateurs de manifestations respectent la loi ? Et non seulement on les mesure, mais on a des spécialistes de ce sujet à la métropole qui conseillent les associations sur comment, sur leur prochain événement, réinstaller leur système de diffusion sonore de manière à ce qu'ils couvrent bien le public, mais pas les riverains. Et là, on a fait le test, sachez-le, il y a 1 mois sur le parc, le quai des Sports, sur les quais. On a reçu les résultats cette semaine et on sera en mesure dorénavant d'imposer un emplacement pour la scène et un système de régulation du son qui va réduire de 60% les nuisances faites aux gens qui habitent sur les quais de Bordeaux. Parce que donc nous utilisons des mesures précises pour savoir jusqu'où va le son qui sort des enceintes des manifestations. Vous avez peut-être vu passer cet événement Place des Quinconces à Pentecôte dernier, c'était les brunchs électroniques. C'est la première fois qu'on revenait sur les Quinconces pour un événement en très grande jauge, puisqu'on avait 15 000 festivaliers par jour. Sur cet événement, nous n'avons reçu qu'une seule plainte, parce que nous avons accompagné les organisateurs à l'utilisation d'un nouveau système de son, un système de son immersif. Et pour y être allé à 2 reprises, c'était assez incroyable de savoir qu'il y avait 15 000 personnes sur la place des Quinconces, parce que quand vous arriviez sur les quais, vous n'entendiez pas le moindre son avant, grosso modo, l'arrivée au niveau du CAPC. Et donc on était vraiment tout proche. Donc il y a des progrès technologiques qui permettent de concilier activité culturelle, fête et tranquillité publique. J'accélère parce que j'ai un temps très limité et je pourrais vous parler pendant 3 heures. Pour donner quelques actualités importantes de ce qui va se passer dans votre quartier, vraiment, cette fois, dans les semaines et les mois qui viennent. Vous avez des espaces culturels de proximité, l'espace Mably avec la salle capitulaire et la cour Mably, dans lequel nous accueillons essentiellement des expositions. Je me permets de vous recommander le temps fort qui aura lieu au mois de mars et avril, qui seront la clôture d'une des compagnies de danse les plus connues en France, qui est une compagnie bordelaise, la compagnie Paul les Oiseaux. La chorégraphe Nathalie Rivière tirera sa révérence, elle met un terme à sa carrière, et elle produira une rétrospective de l'ensemble de ses créations cour Mably du 23 mars au 13 avril. Un mot sur le marché de l'Herme, pour vous dire que depuis 4 ans, nous menons une expérimentation au marché de l'Herme en ayant consacré ce lieu à l'art chorégraphique, parce que nous avions beaucoup de compagnies de danse qui manquaient de lieux de répétition. Nous nous étions engagés à tirer un bilan de cette expérimentation, notamment avec les usagers, mais aussi avec les riverains. C'est ce que nous allons entamer à ce premier trimestre de l'année pour regarder si l'utilisation de ce lieu, le marché de l'Herme, répond bien aux attentes du public, des riverains et des usagers, et pour pouvoir réinterroger éventuellement son fonctionnement. L'hôtel de Ragnous sont les anciennes archives rue du Loup, qui sont utilisées pour des grandes expositions temporaires. Je vous recommande notamment la programmation prévue dans le cadre du mois de la photo par le collectif bordelais-berlinois Photo House, et évidemment l'exposition annuelle du Cercle d'art bordelais, qui traitera de projets urbains cette année. L'espace Saint-Rémy, vous dire que l'espace Saint-Rémy, cette ancienne église, donc église désacralisée, tout proche de la rue Saint-Rémy, a été transformée totalement par un collectif avec qui nous travaillons beaucoup, le collectif Commando. C'est un collectif d'architectes et scénographes qui transforment les lieux par du réemploi.
Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'espace Saint-Rémy? Ils ont déposé tout le mobilier, toutes les cimaises ont été enlevées et ils ont reconstruit des modules à partir de ce même bois pour libérer totalement l'ancienne nef de cette église, qui aujourd'hui est totalement nue, et on pourra désormais, pendant les 10 prochaines années, faire des expositions importantes, puisqu'il n'y a plus que des expositions professionnelles dans ce lieu, sans, pendant 10 ans, acheter de mobilier de scénographie, puisque nous avons travaillé pour que ce mobilier soit modulable et utilisable pendant 10 ans, jusqu'à la fin de la vie de ce bois qui est très utilisé. Et donc on essaye d'inventer des modèles vertueux écologiquement aussi dans la façon dont on présente les œuvres à Bordeaux. Un petit mot supplémentaire sur le mois de la photo. Vous l'avez peut-être vu depuis 2 ans. À l'occasion de ce mois de la photo, on a réouvert le centre Jean Moulin. Donc le centre Jean Moulin en plein cœur de ville, et nous le réouvrons en accord avec nos collègues du musée d'Aquitaine, et on y porte des expositions temporaires uniquement sur le thème de l'humanisme. C'est-à-dire que c'est un lieu quand même qui a une histoire, qui est marqué par cette histoire de la résistance, il y a un projet de réouverture du musée dans les années qui viennent, et pour redonner l'habitude aux Bordelaises et aux Bordelais de fréquenter ce lieu, nous avons choisi d'y présenter uniquement des expositions qui traiteront de ces thématiques de l'humanisme dans l'art. Et là, en l'occurrence, on recevra l'artiste Claudine Doury qui rentre d'un long périple en Sibérie et qui a été observer ce qui se passait aujourd'hui en Sibérie une trentaine d'années après la fin du communisme, et c'est une exposition qui est non seulement très belle parce qu'on est plongé dans un monde blanc, mais aussi pleine de sens. Ce sera un temps fort de cette année photo. Rapidement un tour d'horizon de nos musées. Au musée d'Aquitaine, la saison culturelle porte autour de l'Antiquité et de l'époque gallo-romaine à Bordeaux. Ce sera une exposition et des événements que vous pourrez voir à partir du mois de février. Vous signalez que depuis quelques mois, le musée d'Aquitaine sort de ses collections tous les mois une œuvre qu'elle met en valeur dans son hall pour vous montrer le fond de ses collections. Donc vous avez en primeur l'œuvre qui sera sortie des collections au mois de janvier prochain, à savoir le buste du cardinal de Sourdis. Et vous dire aussi que Bordeaux est partenaire d'une association formidable qui s'appelle Bordeaux Ville sans Sida, qui expose actuellement à la Cour Mably et qui aura un temps d'exposition au musée d'Aquitaine qui racontera justement l'histoire de la recherche en matière de lutte contre le VIH-Sida. Bordeaux Patrimoine Mondial, c'était ce lieu que vous trouviez précédemment sur la place de la Bourse, qu'on appelle le Centre d'interprétation et d'animation du patrimoine. Il vient d'être il est relocalisé depuis plusieurs années au musée d'Aquitaine, mais enfin, leurs nouveaux locaux dans le musée d'Aquitaine ouvrent, et ils ouvrent à partir du 10 décembre. C'est un lieu gratuit d'information et de sensibilisation autour de tous les enjeux du patrimoine, et notamment, ça pourra peut-être répondre à certaines de vos questions sur le patrimoine sauvegardé, notamment, et les règles en vigueur par l'État et par le label UNESCO dans ce secteur sauvegardé. Le musée des Beaux-Arts, vous pouvez continuer à voir l'exposition qui est montée avec le musée du Louvre jusqu'au 5 janvier. Le musée du Louvre nous a prêté une vingtaine de tableaux qui sont exposés actuellement à la Galerie des Beaux-Arts. Une exposition donc sur le thème de l'enfance dans la peinture. Et tout un développement de plus en plus fort aussi d'activités annexes en dehors du musée. Et on notera particulièrement un grand bal des années folles, coporté avec la salle des fêtes du Grand Parc, qui aura lieu dans les jardins de l'hôtel de ville, donc dans les jardins du musée des Beaux-Arts au mois d'avril. Si vous avez des robes Vichy, ça sera l'occasion de les sortir. Un mot sur la bibliothèque Mériadec, qui ouvre un nouvel espace au tout début de l'année prochaine. Vous savez que peut-être que les bibliothèques aujourd'hui sont des espaces dédiés aux livres, mais pas seulement, ce sont d'abord aussi des espaces de ressources sociales. Beaucoup de personnes viennent faire valoir leurs droits par les réseaux informatiques, viennent passer la journée au chaud dans les bibliothèques, se documenter et viennent passer pour autre chose parfois que pour la culture, mais c'est quelque chose que nous prenons en compte. Et nous prenons en compte l'accueil de toutes ces personnes, mais nous prenons en compte aussi le confort des usagères, en l'occurrence, et des familles aussi, des mamans en l'occurrence, en ouvrant au rez-de-chaussée un espace parentalité qui vous permettra de venir avec des enfants en bas âge. Il y aura un espace dédié à l'allaitement des enfants pour que les mamans qui doivent allaiter à ce moment-là puissent allaiter en toute sérénité dans un espace dédié, un espace pour ranger les poussettes et trottinettes des enfants, un espace pour faire réchauffer les biberons, et ça sera en libre accès, ouvert à tous et toutes, au rez-de-chaussée de la bibliothèque Mériadec. Il me reste qu'une slide, je vais tenir dans mon temps. Un mot sur l'Opéra National de Bordeaux, il me reste 3 slides, je mens. L'Opéra National de Bordeaux, donc, qui développe son opéra citoyen depuis maintenant 4 ans.
Je peux vous dire qu'on était en conseil d'administration ce matin et qu'on a étudié les chiffres. Il y a des chiffres qui sont hallucinants au regard national, notamment en matière de parité entre les hommes et les femmes. L'Opéra national de Bordeaux est l'opéra qui programme le plus de femmes en France. On est aujourd'hui à 25% de présence d'opéra ou de concerts dirigés par des femmes à Bordeaux, quand on est à 10% en moyenne dans les opéras nationaux français. On a encore un grand chemin à faire, mais il y a une vraie volonté du directeur de l'Opéra national de faire monter une nouvelle génération de chefs d'orchestre. Quelques temps forts. Les productions zéro achat, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir ces productions au Grand Théâtre, les productions zéro achat, ça veut dire simplement, comme son nom l'indique, qu'en dehors des contrats des artistes, l'opéra n'achète aucun matériel, ni pour les décors, ni pour les costumes, et qu'on puise dans les réserves, et que la créativité des équipes artistiques font recréer des décors, recréer des costumes à partir de tout ce qui a été stocké depuis l'histoire de l'opéra. Et je vous invite à y aller parce que si vous ne savez pas que c'est un opéra zéro achat, vous ne le devinez pas en le voyant au plateau, tellement la créativité des équipes de l'opéra est impressionnante. Et cette année, l'opéra zéro achat, ça sera l'Acmé revisité. Et deux temps forts cette année, puisque l'opéra a aussi à cœur de remonter des grands classiques très populaires de l'opéra. Cette année, la Traviata, la Flûte enchantée, avant le retour de Carmen en 2027. Mais ne le dites surtout pas, c'est un secret. Enfin, parce que je n'ai pas pu être exhaustif, comme je vous le disais, je pouvais rester ici toute la soirée avec vous. Il y a plein d'endroits où vous pouvez avoir l'information culturelle très facilement. Je salue la présence de ma collègue en charge de la communication culturelle, Joëlle Dubois, dans la salle. C'est elle qui est à la base de tout ça. La newsletter Bordeaux Culture. C'est très simple, vous allez sur bordeaux.fr et tous les vendredis, vous recevez la to-do list de ce qu'il y a à faire d'incontournable culturellement à Bordeaux sous 10 jours, avec des conseils, avec des recommandations parfois hors les clous. Donc vous allez sur bordeaux.fr, vous allez trouver le lien pour vous abonner à la newsletter Bordeaux Culture. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut suivre l'Instagram Bordeaux Culture, parce que là aussi, c'est un vivier d'informations et notamment aussi un vivier de bons plans pour avoir des places moins chères au dernier moment, voire des concours ou des invites pour rentrer gratos. Et enfin, le nouveau site internet de la ville de Bordeaux, bordeaux.fr, sur lequel vous trouvez une rubrique Sortir. Et dans cette rubrique Sortir, vous avez l'agenda qui est mis à jour par les organisateurs de manifestations. Donc là, vous avez une info culturelle quasi exhaustive que vous pouvez filtrer. J'en ai fini. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. On va pouvoir prendre les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, on a deux questions. Donc, monsieur au fond et ensuite monsieur ici. Oui, allez-y. Merci. Donc, c'est retour de la d'huître. Monsieur, est-ce que Mably est considéré comme un espace public selon vous? Enfin, pour vous? Oui? Bon, alors du coup, je vous confirme que le dernier festival de skate, quelque chose comme ça, s'est déroulé après minuit et il y avait du bruit après minuit. Ça, c'est pas un problème. Alors donc du coup, je voulais vous demander si est-ce que lorsque vous organisez des événements culturels, je ne vous connais pas, donc du coup, je ne sais pas si je m'adresse toujours encore à la bonne personne, est-ce que vous vous occupez, parce que du coup, lorsque le lendemain matin, ou riverains, donc moi j'habite place du Chapelet. Le lendemain matin, là où riverains, commerçants et les personnes de l'église Notre-Dame sortent, c'est dans un état pitoyable. Pitoyable pourquoi? Il y a des tags. Donc là, moi je vous dis le dernier festival, mais il y en a eu d'autres avant, mais je n'ai pas pris le temps de retenir les choses. Mais vous pouvez aller voir les commerçants, ils en ont gros sur la patate, comme dirait l'expression. Pourquoi? Parce que du coup, une des commerçantes, elle s'est fait taguer sa porte. Vous me direz, moi qui me suis fait taguer, c'est parfait, il y a Allo Proximité, il y a un service exprès qui vient. Sauf qu'en fait, ils lui ont mis un mauvais produit, donc elle doit tout repeindre sa porte, sachant qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on nettoie sa porte. Bon, ouais. Deuxièmement, est-ce qu'il existe des urinoirs à Mably? Est-ce que vous doublez les capacités, triplez, quadruplez? Parce que du coup, c'est toutes les rues environnantes, la rue Martignac, la rue Mably, la rue Jean-Jacques Bel, la rue Mautrec, etc., c'est sans dessus-dessous.
Et troisièmement, quant au comportement de ceux qui y vont, comment arrive-t-on à tolérer ou à laisser des gens frapper la porte de l'église pour essayer de rentrer le deuxième soir du festival de skate? Donc le prêtre qui, pendant le festival, est parti parce que le bruit, il habite en face, je ne sais pas si vous le connaissez, donc je ne sais pas si vous l'a dit, il doit, quand il y a des festivals un peu comme ça, partir parce qu'il y a trop de bruit. Il a essayé de mettre une espèce de chaise, un ensemble de chaises pour la porte, pour bloquer. Enfin, je sais pas où on est, quoi. Et du coup, en fait, moi, j'apprécie votre présentation, mais je voudrais savoir si est-ce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Et la fin, est-ce qu'elle est gérée? Parce que tous les débordements, moi, je pense que dans tous les autres pas dans toutes, mais beaucoup d'organisations autres, il doit y avoir ce genre de débordement. Enfin, moi, je le vois. Et donc, du coup, je trouve que c'est un peu dommage que nous, riverains, nous, commerçants, et l'Église soit vraiment, lorsqu'il y a ce genre d'événement qui fait rayonner Bordeaux, etc., on soit désœuvré. On entend votre remarque, monsieur. Peut-être pour la synthétiser, pour que ce soit plus simple et pour les autres questions. Je voulais conclure. Vous nous avez peut-être dit, mais après je vais voir avec monsieur Etcheverry, par rapport aux nuisances sonores, donc que vos événements, je dis vous, faut pas le prendre personnellement, que les événements culturels de Bordeaux ou même les soirées annexes, moi, plusieurs fois, on a essayé d'appeler la police pour des nuisances sonores. Une fois, on a réussi, elle est venue. Les autres fois, on les a eus. Ils ne pouvaient pas, ils étaient en effectif réduit. Ou alors, ils avaient trop de nuisances sonores à gérer. C'est ce que la dame m'a dit. Donc, moi, ma question... Monsieur, je vais être obligé de vous couper. Juste, c'est pour respecter le temps de parole pour tout le monde. Oui, et du coup, si vous pouvez... C'est quand même une question très importante. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce qu'il y a une mise en place? Posez votre question. Et on va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Moi, je vous ai croisé hier rue Guéry, et je vous ai dit que je remerciais votre travail et le travail des policiers. Est-ce qu'il y a une pensée pour les gens? Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une autre question de monsieur Ouban. Juste, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Alors moi, ça va être globalement la même question, un peu par hasard. C'est concernant la fête de la musique. Alors je ne sais pas s'il y a une dérogation pour la fête de la musique pour les horaires. Voilà, bon, ça doit se terminer à, je sais pas quelle heure, 3-4 heures. Honnêtement, moi, ça ne me dérange pas parce que je peux dormir ailleurs ce soir-là. Mais après, il faut aussi penser aux riverains qui ne peuvent pas se permettre ça et donc qui ne vont pas pouvoir dormir cette nuit-là. Et le fond de ma question, c'est plus pour revenir sur l'histoire des urinoirs publics. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi, quand c'est un événement public, il n'y a pas plus de dispositions d'urinoirs publics. Quand on a un festival privé, il y en a plein, il y a des toilettes sèches, c'est génial. Là, mon impasse, qui est l'impasse Bouquière, c'est une pissotière en fait. Et c'est une flaque d'urine qui fait toute l'impasse. En fait, je ne peux pas marcher autrement que dans l'urine. C'est bon, voilà, c'est quelque chose auquel il faudrait penser. J'imagine que vous y avez déjà pensé. Je sais que ça ne doit pas être évident de mettre des urinoirs comme ça un peu partout en ville, mais ça serait cool si on pouvait faire quelque chose là-dessus. Merci. Merci à vous aussi. Est-ce qu'il y a une autre question qu'on peut prendre peut-être avant de vous répondre, messieurs? Non. Alors, je vous laisse la parole. On va répondre à deux voix, mais je vais vous répondre moi, pour ce qui est de ma partie. Moi, je suis directeur de la création artistique et des territoires, donc je vais répondre à hauteur de ce que je peux vous dire. D'abord, oui, la Cour-Mabie est un espace public, et je ne l'ai pas dit, mais quand je vous ai présenté ces horaires, on a réduit ces horaires. Avant, c'était 1h du matin, la fête à Bordeaux, les événements sur l'espace public, on a réduit à minuit, et on a observé que ça avait des effets très bénéfiques d'avoir réduit d'1 heure, puisqu'on a beaucoup moins de sujets de ce qu'on appelle les épanchements sur l'espace public, donc pipi, vomi, tout ce que vous voulez. Et ça, on a objectivé qu'on en avait beaucoup moins, donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on l'a fait. Maintenant, mettre des règles en place, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de retour derrière ces règles. Et donc ça, je vous garantis qu'il y a des règles à respecter et donc il y a des sanctions éventuelles à respecter. Nous avons mis en place la facturation
automatique du nettoyage après les espaces publics lorsque les associations ne le font pas. Donc quand vous voyez passer les laveuses sur la place, dites-vous que ça ne sort pas forcément directement de la poche de la ville, c'est qu'il peut y avoir une refacturation aux organisateurs si nous constatons que ça ne va pas. C'est la même chose également sur l'affichage. Lorsque des organisateurs de manifestations culturelles font de l'affichage sauvage, il y a Allo Proximité qui va les enlever et qui nous envoie la facture à la direction de la culture que l'on transmet aux organisateurs. Donc d'abord, il n'y a pas d'impunité à Bordeaux pour personne et pas pour les acteurs culturels. On leur confie l'espace public, c'est un bien commun. On attend que ce bien commun revienne dans l'état où il a été prêté et dans de bonnes conditions. Maintenant, vous dire que tout va bien, ce serait mentir, et vous dire que tout est parfait et que tout le monde respecte les règles, ce serait également mentir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des retours, c'est pour ça qu'on est en lien systématique. Quand vous téléphonez à la mairie de quartier, les mairies de quartier, les secrétaires généraux nous font remonter les choses, et nous, on ne peut pas être présent sur toutes les fermetures d'événements, parce qu'on travaille aussi le matin à 8h, donc ça peut être compliqué. Mais en tout cas, on a des retours et on régule cela aussi. Vous parlez du festival Connect, qui s'est placé, le festival des arts, du skate urbanisme, qui s'est passé. Pour dire la vérité, vous êtes la première. Là, pour le coup, on n'avait pas eu du tout de retour, y compris par monsieur le curé de la paroisse, puisqu'on l'a reçu aujourd'hui en rendez-vous à la direction de la culture, parce que nous savons que certains événements peuvent nuire aussi au patrimoine. On sait qu'il y a des vitraux qui vibrent trop fortement avec certaines basses, que ça ne va pas. Donc non seulement on travaille avec lui pour réguler et pour éviter qu'il y ait des perturbations, notamment pendant les périodes de pratiques religieuses dans l'Église, mais aussi pour faire créer du lien entre ces pratiques et la culture. Et d'ailleurs, cette Église accueille de très nombreux concerts. Vous connaissez peut-être le festival Pulsation porté par Pygmalion. Raphaël Pichon adore produire dans cette Église. Donc nous, notre boulot, c'est aussi de trouver des solutions autrement que par la sanction, mais par l'apprentissage, l'accompagnement. Donc, encore un autre endroit où on est vigilant aux programmations. Vous avez peut-être remarqué, si vous habitez cet endroit depuis longtemps, qu'il y a beaucoup moins d'événements festifs Courmably. Mais moi, je peux vous assurer avec des chiffres qu'il y en a beaucoup moins, puisqu'on a arrêté notamment les after-nuits du FIFIB, le Festival du film indépendant, qui durait jusqu'à un certain temps, jusqu'à 2h, 2h30. Et la problématique, c'est qu'en plus, on a des festivals comme ça qui font la fête dans l'entre-soi après la fermeture au public. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu plus de mal à réguler. C'est quand la fête est interdite au public, il est parfois possible que des bénévoles restent, que les artistes restent et qu'eux continuent à faire la fête. Et à 40, ils peuvent générer plus de nuisances parfois qu'à 800. Et donc ça, c'est un vrai problème dont on est conscient et qu'on travaille avec les assos. Sur la question des urinoirs, il y a des toilettes dans la Courmably, mais nous imposons au moins le rajout de 3 toilettes sèches sur la jauge qui est limitée à 600 personnes à Courmably, de manière à respecter. Mais dans l'hypercentre, je serais incapable de vous dire qui est responsable du pipi qui se fait dans les rues. Est-ce que ce sont les événements culturels? Est-ce que ce sont les clients des bars qui... Je vous rappelle que dans des bars, il peut y avoir des centaines de personnes et qu'en général, il n'y a qu'une toilette. Et donc, quand vous avez une envie très pressante et que vous êtes un monsieur, très souvent, c'est plus facile d'aller pisser dans une rue du Vieux-Bordeaux que d'attendre que les toilettes se libèrent. Et ça, c'est un fait. Et moi, je serais incapable de vous dire si c'est lié à la densité des événements culturels ou à la vie normale, commerciale du centre-ville de Bordeaux. En revanche, sachez que sur la culture, on a des critères très précis. Il y a une toilette sèche obligatoire par jauge de 200 personnes pour les toilettes fermées, dites toilettes femmes, et 2 urinoirs pour 200 personnes. Ça, c'est des critères aussi qu'on impose aux organisateurs de manifestations. Ça ne veut pas dire qu'il y en a assez. Hein. Si vous allez au Square Dombedos, vous savez que vous allez faire la queue pour faire pipi pendant la soirée. Malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Si, quand même, la fête de la musique. Il y a 3 jours par an où il n'y a pas de règle au niveau national, où il est autorisé de faire de la musique toute la nuit. Nous, à Bordeaux, on n'applique pas pour la fête de la musique, mais quand même, je vous le dis, 31 décembre, 14 juillet, 21 juin sont les 3 dates couvertes par la loi française qui autorise des grandes fêtes sans limite horaire au niveau national. Nous, pour la fête de la musique à Bordeaux, c'est le seul jour où on déroge au minuit. On va jusqu'à 1h sur les scènes organisées par la ville. On a 11 scènes organisées par la ville. Ce sont les grandes scènes que vous voyez à différents endroits de la ville. Ça peut être Place de la Comédie pour ce qui vous concerne. Je ne sais pas où sont. Cette année, je sais qu'il y en aura une au Quinconce. En général, Mably. En général, la cour du MAD. En général, la cour du Crédit municipal, mais ça doit être Bordeaux Sud, Crédit municipal. Mais en tout cas, les scènes portées par des organisateurs culturels de la ville se terminent à 1h du matin.
Donc là aussi, je suis obligé de vous dire la vérité, c'est pas la culture, c'est que la fête de la musique est une grande fête et que il y a des autorisations aussi d'ouverture de bars plus tardives ce soir-là, et que c'est un événement qui est aussi aujourd'hui un événement commercial et hyper important pour nos commerçants en centre-ville, où ils font en une journée une recette d'un mois. Et là, pour le coup, on n'a pas la main. C'est une fête nationale avec une dérogation prévue dans les textes de loi au niveau national sur l'absence. Et là, il y a même prévu l'absence d'intervention pour troubles sonores de ce soir-là. Sachez-le. Alors pour les urinoirs, là c'est un peu plus compliqué, vous avez raison, parce qu'on est sur l'espace public et comme je vous l'ai dit, on a 150 000 personnes dans les rues de Bordeaux. Eh ben, nous, on le fait, encore une fois, je vous le dis, à l'échelle de la culture. Sur chacune des scènes de la ville, on estime un urinoir pour 200 personnes, mais ce n'est pas les 150 000 personnes, ils ne vont pas sur les scènes tous de la scène de la ville. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes sur les quais, au Miroir d'eau, il y a énormément de gens sur la rue Sainte-Catherine où il n'y a pas de scène. Et là, je ne peux pas vous dire que nous ne sommes pas en capacité, en tout cas, nous, direction de la culture, d'équiper la ville pour un soir d'urinoir. Et je vous laisse faire la division. 150 000 personnes divisé par 200, le nombre de toilettes sèches qu'il faudrait ce soir-là. Je ne peux vous objectiver le fait que nous ne sommes pas en mesure de le faire. On peut toujours faire mieux. Et on va s'y atteler. Alors sur les questions d'épanchement dans l'espace public, il y a plusieurs leviers. Il y a la question des horaires, je vous le redis, c'est vraiment hyper important parce qu'on sait que le degré d'alcoolémie augmente avec les heures dans la nuit et plus on est alcoolisé, moins on est conscient de ce qu'on fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on a réduit le temps de la fête. Mais c'est un vrai sujet. Vous savez que depuis très longtemps, les sanitaires publics ont été transformés sur l'espace public. On n'a plus d'urinoirs sur l'espace public pour plein de raisons. On expérimente des choses, il y a des communes qui expérimentent des choses. On va essayer d'expérimenter des choses, nous, spécifiquement pour la culture, sur le square d'Ombedos, avec des urinoirs permanents, des toilettes sèches permanentes. Mais sachez aussi que ça a un coût très élevé, l'entretien des toilettes sèches, pour les organisateurs de manifestations. Aujourd'hui, sur une manifestation, vous avez quasiment... c'est horrible ce que je vais vous dire, je vous préviens tout de suite, que le coût des toilettes sèches pour les organisateurs de manifestations est à peu près équivalent au coût des plateaux artistiques. Voilà. Et donc, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous voulez... Merci Yoann pour cette réponse très complète et la présentation sur le sujet de la culture. Alors, je pense que du coup tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une très belle programmation culturelle sur les prochains mois, vu que les questions portent sur la coordination entre cette scène culturelle très vivante et notamment sur l'espace public et les deux questions qui ont été posées et qui sont tout à fait pertinentes, que ce soit sur la propreté, la tenue de l'espace public durant, pendant et après les événements, ou on va dire l'adéquation avec la tranquillité des riverains. Alors monsieur, merci d'être venu ce soir vu qu'on s'est croisés hier, le monde est petit, surtout dans le quartier Bordeaux-Centre. Effectivement, pour compléter ce qu'a dit Yoann Delmer, avec la mairie de quartier Bordeaux-Centre, on est également allé à la rencontre de certains commerçants et de l'abbé Jean-Laurent Martin également, donc pour l'église Notre-Dame, pour discuter de l'adéquation entre l'événementiel qu'il y a à Courmably et notamment ce festival sur le skate, où il a pu nous faire quelques remontées complémentaires de ce que vous avez pu avoir. Vous avez vu, c'est une matière vivante, tout ce qui est espace public. Alors la culture, n'en parlons pas, mais espace public, c'est une matière vivante. On a mis en place cette charte de fonctionnement aussi avec les organisateurs, notre doctrine événementielle, parce qu'on a pris en compte le fait qu'il y avait des choses qui étaient défaillantes, que certains événements culturels ne permettaient pas d'assurer une bonne tenue d'espace public et une tranquillité des riverains. Donc on a une volonté, comme vous venez de le dire, monsieur. Alors après, la volonté, elle doit perdurer dans le temps et surtout, il faut qu'on continue à s'améliorer. Là, en l'occurrence, sur l'espace Mably, je pense qu'on a pris conscience collectivement qu'il y avait peut-être certains événements qu'il ne fallait plus flécher là-bas et surtout qu'en termes de méthode, il fallait qu'on ait des temps de travail avec eux régulièrement. Quand je dis avec eux, c'est avec l'abbé Jean-Laurent Martin, très certainement avec d'autres commerçants, pour se tenir au courant en avance de phase sur les événements qui vont arriver. Je sais que l'Église organise de temps à autre que ce soit certains événements et ils veulent être prévenus en amont pour pas que ça vienne se percuter avec ce qui se passe dans la cour Mably. Donc ça, en termes de méthode, on a des progrès à faire, mais on en a pris conscience et on va s'engager avec eux pour les voir régulièrement. Voilà. Et après, effectivement, il y a des comportements, comme vous l'avez rappelé, malheureusement, qui sont des comportements individuels, qui sont regrettables. Alors oui, la collectivité doit ne pas fermer les yeux, et les premières personnes qui sont sur le terrain, très souvent, ce sont les agents de la police municipale sur ces sujets. Alors il y a également la police nationale. La nationale, c'est le 17, la police municipale, c'est 05 56 10 20 99.
pouvez les solliciter jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Ils sont très sollicités sur les tapages nocturnes. On a un pic d'appel, nous, à la police municipale, de 16h, 16h30, 17h jusqu'à 22h, 23h, avec les fins de journée et évidemment les tapages nocturnes. Donc c'est vrai que parfois, malheureusement, et parce que le 17 également est surchargé, donc on a des déports et des reports d'appels sur la police municipale qui prend de plus en plus de charges sur ces sujets-là. Malheureusement, parfois on ne peut pas répondre positivement aux sollicitations ou arriver en retard. Mais dans tous les cas, on tient à mieux également se coordonner côté police municipale avec les services de la culture pour savoir quels événements sont en cours sur la semaine qui arrive ou sur certaines soirées pour justement avoir des passages qui sont réalisés pour que les fins de soirée se passent le mieux possible. Donc voilà, on a des marges d'amélioration, il faut avoir de la volonté, je suis d'accord avec vous, mais dans tous les cas, on a réussi à faire bouger un petit peu les choses sur ces dernières années. Rajouter que puisqu'on traite tous les retours qui nous sont faits, on traite évidemment les retours négatifs, mais on a besoin aussi d'avoir des retours positifs. Et là, je vous le dis vraiment à bon escient, c'est-à-dire que lorsque, en tant que riverain, alors je sais que c'est contraignant, c'est plus facile de prendre son téléphone ou d'écrire quand on est fâché, quand on n'est pas content, mais on a besoin aussi d'avoir des retours positifs pour s'appuyer sur des bonnes pratiques. Et donc si, en tant que riverain de Mably, il y a une manifestation qui vous vient ou à laquelle vous participez et vous vous dites mais c'est ça, parce que nous aussi on essaye d'être agile dans les endroits de programmation, on essaye de développer d'autres types de musique. À Mably, vous voyez bien, Pulsation, c'est de la musique classique, ça génère moins de nuisances, on va essayer de développer un peu de chansons françaises, mais il faut, je le redis quand même, qu'on ait de la place pour la jeunesse, qu'on ait de la place pour les esthétiques modernes, parce que cette jeunesse doit pouvoir s'exprimer aussi sur l'espace public et notre espace à tous. C'est contraignant parce que les musiques des jeunes, c'est des musiques avec des basses. Je vous ferai pas l'affront, mais de toute façon, de génération en génération, les musiques de jeunes génèrent des critiques de génération en génération, de génération un peu plus âgée. Personne dans la salle, ou très peu de personnes, n'écoutaient à 20 ans la même musique que ses parents ou que ses grands-parents. Et de génération en génération, c'est comme ça. La jeunesse se constitue sa propre référence culturelle, souvent en opposition à des générations plus anciennes. Mais il faut avoir conscience que ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, qui écoutent ou du rap ou des musiques électroniques, écouteront ça toute leur vie. Et dites-vous que j'ai un passé de démographe, quand ils seront en maison de retraite, ils continueront à avoir ces écoutes-là. Et on peut vous dire que dans les EHPAD aujourd'hui, on n'écoute plus la Java comme on écoutait dans les EHPAD il y a 30 ans. Dans les EHPAD aujourd'hui, on écoute les chanteurs des années 70-80. Et donc ça veut dire que dans les EHPAD, dans 20 ans, on écoutera IAM et NTM. Et dans les EHPAD, dans 40 ans, on écoutera Bob Sinclair et David Guetta. Mais il faut se le dire aussi comme ça. C'est des cycles de vie, c'est régulier, c'est normal. Et ça pose peut-être un autre regard sur les pratiques culturelles qui ne sont pas les nôtres. Merci Johan Delmer pour votre présentation passionnée. Et il a été plusieurs fois question du croisement entre culture et santé. Ouais, je suis Sylvie Justom, je suis aussi adjointe à la santé, donc je voulais en profiter pour rappeler que demain, à l'espace Mably, à 18h, il y aura le lancement justement d'une grande série d'événements à la croisée de la santé et de la culture sur l'histoire du VIH-Sida en Gironde depuis 40 ans. À la fois pour retracer toute cette mémoire, toute cette aventure girondine, et aussi pour alerter, bien sûr, sur la sensibilisation et le dépistage et la déstigmatisation, parce que le sida n'est pas terminé et il faut rester vigilant là-dessus. Donc vous êtes invité à l'espace Mably demain à 18h pour le lancement de cette grande série d'événements autour du VIH-Sida. Merci beaucoup, Madame Justom. Je pense qu'on en avait terminé avec les questions et voilà, s'il n'y a pas de main levée, que je ne vois pas, je vous propose de conclure. Donc, Monsieur Etcheverry, de nouveau, pour conclure ce temps. Ouais, merci. Ça va aller, conclusion et perspective. Vous mettez une lourde mission là. Non, ça va aller très vite. Merci pour votre participation ce soir, pour ces échanges très intéressants. On s'est décentré de sujets qu'on avait déjà traités. Enfin, on a des sujets récurrents et là, ça nous a permis de découvrir d'autres éléments avec les collègues sur l'énergie et puis maintenant sur la culture. C'était très complet. J'espère que vous aurez appris des choses. Et puis maintenant, on a un petit temps de convivialité pour échanger sur d'autres sujets si vous voulez. Et j'en profite juste pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et monsieur, on peut se voir là-bas pour parler. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne soirée. Monsieur, si vous aviez une question, votre mairie de quartier peut y répondre. Donc n'hésitez pas à vous adresser à votre mairie de quartier.
Merci beaucoup.